c'est super C'est déjà un bel comme outil, outil ouais. parce que Je suis un vrai coach, j'ai mis ma casquette. Non, mais il me tuer. En fait, tu vois, c'est ça le truc. Bon, voilà, c'est quoi un vrai coach et quoi un faux coach? Parce qu'en fait, ce que tu viens de Non, dire là, je vais le dire, faut je vais le expliquer dire, parce ouais. que. on aurait dû commencer Non, par je vais ça. le dire, je vais le dire. Je le guette. En fait, le gars, il est là, il dit. Hey, Non, je vais le dire. Faut dire c'est quoi un vrai Je faux vais coach. enlever ma veste. Voilà, faut Je vais enlever dire. ma veste, Faut je vais dire le c'est quoi dire. le Ah vrai oui, faux voilà. coach. Parce que j'ai un peu chaud. Le Vas-y, non, vrai non. coach enlève. Non, faut enlever. Je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Et c'est important qu'on en parle sans tabou. Parce que Voilà. c'est assez important qu'on en parle sans tabou. Alors, j'ai enlevé ma veste. Alors là, on est bien. Retrousse mes manches. Là, on est bien. Alors voilà, c'est. Parce que l'avenir de l'Afrique s'écrit en commun avec des talents connectés au monde, mais ancrés localement. L'Afrique de l'Ouest francophone connaît une dynamique unique. Près de 7% de croissance annuelle, une vitalité économique qui attire les regards du monde entier. Et la Côte d'Ivoire en est le moteur. 40% du PIB de l'UEMOA, une croissance moyenne de 8% entre 2022 et 2025, un géant en mouvement, une terre d'opportunités. Sur l'ensemble du territoire, plus de 2 millions d'entrepreneurs inventent, expérimentent, s'adaptent. Du marché d'Adjamé au siège de grandes entreprises, cette énergie créative est partout. Le numérique, les services et l'économie réelle se croisent pour créer une dynamique unique. C'est dans cet écosystème vivant que se rencontrent ambition et innovation, où chaque jour des solutions nouvelles émergent. Je suis Sophie Tal, Growth Manager pour la start-up La Ruche Health, qui a pour mission de faciliter l'accès à la santé pour tous en Côte d'Ivoire. Donc moi, ça fait 6 ans que je suis en Côte d'Ivoire. Initialement, j'étais en France. Je suis rentrée premièrement dans le cadre d'un VIE qui devait durer 1 an. Et finalement, je ne suis jamais repartie. Ce qui m'a aidé à rester, c'est vraiment le fait que je me suis sentie utile, mais en venant sur le terrain ici. Je suis tombée amoureuse de la Côte d'Ivoire. Une nouvelle génération d'entrepreneurs transforme l'économie ivoirienne. Des fintechs comme Jamo qui révolutionnent la banque du quotidien. À Jamo, nous utilisons les technologies pour répondre un peu aux besoins du client. Notre mission, c'est de rendre accessibles les services financiers à la majorité de la population jeune africaine francophone. Des plateformes comme Jolly qui optimisent la chaîne de valeur agricole. À travers ces startups, l'innovation s'ancre dans le quotidien et ouvre de nouveaux horizons. Et pour accompagner ce mouvement, des initiatives fortes. Le gouvernement ivoirien place le numérique et le développement de la technologie et de l'innovation comme un atout essentiel pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que nous avons travaillé et élaboré plusieurs initiatives, notamment l'élaboration de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et de la gouvernance des données, ainsi que plusieurs actions pour développer l'écosystème entrepreneurial, telles que le Startup Act, avec le Ivoire Tech Forum et bientôt le Fonds ivoirien pour l'innovation technologique. Le gouvernement, le secteur privé et des structures d'accompagnement posent les bases d'un véritable hub numérique. Le hub Ivoire Tech, où je me trouve précisément en ce moment, qui a plus de 100 places pour les startups, est une preuve supplémentaire de l'engagement de l'État auprès de l'écosystème des startups innovantes technologiques. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement des chiffres. C'est une expérience. Abidjan est le plus doux au monde. Aquaba, ici il fait bon vivre. La capitale n'a rien à envier aux grandes métropoles. Infrastructures modernes, énergie culturelle, contraste humain. Un carrefour où tout est possible. Alors pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce qu'ici se co-construit une vision. Vous aussi, osez l'Afrique. Shalom. Salam. Salut. Allez. You got it, you J'ai got hésité, it, you hein, got j'ai it. Ah, mais- Non, mais t'as la bonne T'as ref, la bonne ref. Est-ce qu'il a la ref ou est-ce qu'il a dit en talent? Parce que tu sais, il a l'air d'être bon en impro. Est-ce que tu as la ref? Shalom, salam, salut. J'ai quelqu'un que j'ai en tête qui a dit ça et Vas-y, ça a je duré t'en prie. longtemps et c'était bien. Vas-y. J'ai tellement la rêve même. Mhm. Je crois que c'est le morceau Bezobéa, non? Ah, Et là c'est Radéville. Ah, c'est Radéville. Mon son préféré de Booba. Donc Mais en tu tout cas, connais. c'est pas loin. C'est pas Tu loin, vois, c'est c'est la la même- même période. Tu vois. Tu connais. Je disais ça au début du podcast pour déconner, c'est resté. Mais c'est très bien, je trouve que Ça- c'est. Il faut. Si un professionnel du contenu nous dit ça, Si notre Saint-Père de YouTube nous valide, Ah là là. pense qui qu'on peut sommes-nous pour arrêter, te. on peut arrêter ici. On peut arrêter. Sudé est avec nous aujourd'hui. Merci. Big time, Franchement- big time, big time. Ah, depuis le temps qu'on voulait faire ça. Pourquoi c'était important d'avoir Sudé Putain, tellement de raisons. Alors, la première raison pour moi, c'est. Est-ce que tu sais la première fois que j'ai vu Sudé, c'était où? C'est Phil ou Je fais à Back to Africa, mon premier Back to Africa.
Sudei est monté sur scène. Tu nous as fait un truc sur scène avec les mains. Mec, il a allumé la salle. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Déjà, j'étais impressionné d'aller à Back to Africa, de voir autant de noirs dans une pièce concentrée. Mais alors, quand j'ai vu comment Sudei a animé la salle et l'a commandé, en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a des gens, c'est des vrais pros. En fait, je me suis dit, mais en fait, moi, je sais pas faire. Enfin, j'étais vraiment admiratif. Et après, on a passé tout notre temps à parler de Monopoly. Donc, ça, c'était. Franchement, un truc, je me suis toujours dit, non, ce gars doit être incroyable. Faut absolument. Mais pro en quoi? Tu t'es dit pro en quoi? Parce que, en fait, tu sais, j'ai vu plein de MC. J'ai vu plein de gens faire le truc de juste animer un événement. Mais c'est pas la même chose, animer un événement en occupant l'espace et en le rendant vivant. C'est-à-dire que franchement, quand t'as un mec, je sais pas. En fait, la seule chose qui m'est venue à l'esprit, je me suis dit, donc c'est ça quand tu vas voir les Anthony Robbins, les gens comme ça. Clairement, c'est des rôles modèles. J'ai reconnu des rôles modèles. Il n'a pas eu besoin. Je n'avais jamais vu son contenu. Je n'avais jamais vu. Je me suis dit, ce gars, c'est Anthony Robbins des Noirs. En fait, j'étais. Non, mais vraiment, parce qu'en fait, je sais pas comment t'expliquer. C'était tellement fluide en plus. Mais toi, aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas, il y a quelques-uns qui ne te connaissent pas, comment tu te présentes? C'est une question qui a toujours été chiante dans ma vie. Sérieux? Je te jure, jusqu'à maintenant, elle est chiante. C'est marrant parce que j'imaginais que, justement, dans tout ce qui est développement personnel, on te pousse, tu dois réussir à te définir. Mais plusieurs choses, finalement. Je pense que tu te définis, mais le problème d'une définition, c'est qu'elle cantonne. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu demandes à quelqu'un qui croit en Dieu, définit Dieu. Il va dire, c'est relou, on fait pas ça. Tu vois, Dieu, tu le sens, tu le vis, tu vois. Et je pense que le soi, quand on le trouve vraiment, il est difficile à définir. Ça dépend avec qui, ça dépend pourquoi. Avec un inconnu, je vais te dire, il faut qu'il me donne un peu d'infos. Ça se trouve, c'est un lead. Si c'est un entrepreneur, je vais lui dire que je suis un coach d'entrepreneur. Allez, tu vois? Si c'est un couple, je vais dire, je crée un excellent contenu sur les couples pour créer l'équilibre dans le couple. Parce que je suis pas la même personne avec tout le monde, en fait, tu vois. Mais sinon, si on me demande vraiment aujourd'hui, et on m'a posé la question hier, il y a des nouveaux alternants qui arrivent et de ça. Du coup, concrètement, c'est quoi? Je dis, en vrai, tu sais quoi? Je suis coach de vie. Il dit, ah ouais? J'ai dit, mais pour de vrai, par contre, je peux te parler de tous les aspects de la vie, de la spiritualité, du physique, du business, des émotions. Donc, vu que j'ai étudié et que j'ai maîtrisé un certain niveau de toutes ces catégories-là, en vrai, j'accepte cette casquette, tu vois. Même si c'est galvaudé. Mais c'est lourd à assumer. C'est lourd à assumer et surtout, c'est galvaudé et c'est presque comme si tu disais, je suis influenceur. On dit, il y a des gens qui disent qu'ils sont comme ça, c'est pas ouf, tu vois. Mais justement, moi, je veux montrer que non. Moi, je le dis et regardez-moi et jugez mes actes, regardez mes résultats, jugez mes résultats, écoutez-moi parler et jugez si ce que je dis, ça tient la route, tu vois. Et là, vous pourrez dire, j'ai écouté un coach de vie et il avait l'air droit dans ses pompes. Plutôt que fuir dès que 2-3 pimpins ont fait n'importe quoi, je change de statut. Non, flemme. Tu acceptes aussi la casquette entrepreneur, je suppose, parce qu'aujourd'hui... c'est intéressant, ça, je suis pas sûr. Attends. Ouais, justement, tu vois, non on va rentrer direct dans un truc qui va être bon et qui va vous donner de la matière. En vrai, la casquette d'entrepreneur, je l'ai portée trop tôt et trop vite. Ok. Je l'ai portée trop tôt et trop vite parce que... J'aurais dit l'inverse. Non, je l'ai portée trop tôt et trop vite parce qu'il était important pour moi, en quittant le salariat, de me réaliser en tant qu'entrepreneur. Et donc, j'étais pressé d'avoir tous les attributs, les statuts et les preuves de mes qualités entrepreneuriales. Et une fois que tu atteins cette checklist-là, la vraie vie d'entrepreneur commence. Et tu dis, mais c'est quoi ça? Tu vois? Donc, j'ai dit, attendez, j'enlève un peu. J'enlève d'abord. Attendez, j'enlève un peu. Je suis le bon coach, moi. Là. Laisse-moi être coach. Je vais faire un peu d'entrepreneuriat par-ci, par-là. Et ça a mis du temps. Hein. Ça a mis beaucoup de temps. Maintenant, par la force des choses, j'estime que oui, je suis entrepreneur si on considère qu'entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée des solutions et qui en vit et qui fait vivre des gens, tu vois. Mais l'entrepreneur tel que je l'entendais à l'époque où j'ai mis la casquette la première fois, c'était beaucoup de... C'était quoi? Dis-nous. C'était beaucoup de besoin de prouver, de consoler mon ego un peu, tu vois. Vraiment. Hein. Puis, donc, tu as fait step back. J'ai fait step back sur plein de trucs. On est trop pressé de prouver des choses. Mais aujourd'hui, tu as quand même t'as une équipe. Oui, par contre, je suis dirigeant de plusieurs entreprises. Voilà. Si c'est juste cette fonction-là qu'on dit entrepreneur, dans ce cas, oui. Non, il y en a plein qui sont dirigeants de plusieurs entreprises et c'est pas forcément les entrepreneurs. Alors, tu les as pour moi, je les ai créés. Et elles fonctionnent, elles payent des gens, j'ai des bureaux. Tu as combien d'employés? Je suis en train de cuter là, mais on doit être 6 maintenant. Tu vois. 6 quand même. Je suis monté à peut-être... Avant, on était genre 14. Hein.
Ah, donc t'es redescendu. Mais c'est ça que je dis. Il y a des histoires. Toi, tu es entrepreneur, mon ami. C'est ça que je dis. Il y a un baptême du feu. Tu mets, t'enlèves. Voilà. Et tu te rends compte que bon, là, j'ai mal recruté. Là, j'ai recruté sans bien travailler autour des centres de profit. Il y a plein de choses, en fait. C'est important. J'ai recruté tôt. Je comprends que dans ta définition, tu vas pas le mettre en avant comme ça. Mais nous, pour notre audience, et même, je pense, c'est important de comprendre, en fait, qu'il y a cette structure derrière, je pense. Ouais. Bah après, si c'est important pour l'audience et que c'est la façon de me présenter, oui, j'ai quitté le salariat en 2014. Donc, j'ai créé ma première boîte en 2010. Donc oui, je suis entrepreneur. Pendant que tu étais salarié. Mais par contre, c'est une casquette. Que tu as du mal. C'est pas que j'ai du mal, c'est que je fais les choses bien ou je les fais pas. Et je prends les mérites quand je juge que c'est bien fait. Un entrepreneur apporte des solutions sur un marché et occupe réellement de la surface sur ce marché-là. Tu vois, il y a plein de choses que j'ai dû clarifier en avançant. Tu vois, j'ai beaucoup plus de notoriété parce que j'ai été un excellent coach et créateur de contenu que parce que j'étais un entrepreneur. Mon business de 2010, vous savez pas ce que c'est. Mon business de 2014, vous savez pas ce que c'est. Tu peux nous dire On va en parler, mais c'est juste pour poser les bases et que vous compreniez pourquoi je suis moins prompt à accepter des titres. Tu vois, j'ai fait un épisode des funérailles des tabous et ils m'ont dit t'es un leader. J'ai dit non, arrêtez de me dire ça. Pourquoi? Ça veut dire quoi votre définition de leader? Parlons bien. Tu vois? Non, moi je le donne pas. C'est pas que j'aime pas, je leur confère une importance particulière et du coup, je suis pas pressé de les prendre. Et tu as toujours été comme ça? Non, tu chemines, tu vois. Tu chemines, tu t'observes, tu apprends à dompter ton ego, à le discipliner, tu fais des erreurs, tu t'en sors bien dans certaines relations, il y en a d'autres qui vont mal, tu te remets en question, tu chemines, tu vois. Et ma logique maintenant, c'est que tous ces statuts, je parle beaucoup de relations par exemple, et le mariage c'est un bon exemple, l'accession à la situation dont tout le monde rêve quand ils l'ont pas, c'est le début d'une histoire qui commence et dont tu ignores quasiment tout. Donc quand tu commences ton business ou quand tu acceptes de porter la casquette d'entrepreneur, ok, welcome to the big league. Ça joue maintenant. Tu vois, tu voulais jouer, non? Tu joues. Voilà. Voyons voir comment tu joues maintenant. Et là, on se rend compte que bon, c'est pas si évident que ça. Tu rêves de Steve Jobs, tu te compares à Elon Musk et puis tu te rends compte que tu ne fous rien, toi. En fait. tu ne résous rien, tu ne fous rien. Tu vois. Et donc, je suis dur avec moi, en tout cas. Soyez pas surpris par ça. Ma rigueur vient de là. Je suis très dur avec moi et encore plus avec les récompenses de ce titre-là, tu vois. Mais ce serait intéressant de savoir si tu recommandes aux gens d'être durs avec eux-mêmes. Ça demande d'avoir fini de travailler sur soi parce que moi, je me remets en question avant même que le problème soit fini. Je vais super vite. Je dis, ah, là, t'as merdé. Et donc là, il faut que tu corriges ça parce que de toute manière, si le résultat que tu voulais, tu ne l'as pas obtenu, ça ne sert à rien d'aller chercher les réponses ailleurs. Là. Vouloir changer. Typiquement, c'est des leçons d'entrepreneuriat, ça. Tu vois, mais pourquoi ils ne comprennent pas? Pourquoi ils n'ont pas la vision? Pourquoi ils ne s'impliquent pas? Machin chouette. Et tu les remets eux tout le temps en question. Tu ne te remets jamais en question. J'ai passé des années comme ça. Et qu'est-ce que tu pourrais dire de ton enfance qui nous permettrait de mieux te connaître? Tu vois, si quelqu'un, en fait, veut savoir qui est SUDI, qu'est-ce que tu irais chercher dans ton enfance pour qu'on comprenne cela? Déjà, je suis dernier de famille. Donc ça, déjà, tu as une base particulière. Tu vois que le dernier, il y a des avantages qui sont nombreux quand on n'est pas dernier, bien entendu. Nous, on les regarde très mal. Mais quand on est dernier, on sait qu'il n'y a pas que des avantages. Parce que bon, tu es là, tu suis seulement. Tu es là, tu suis. Tu vois. Et puis, on te compare à 4 autres personnes systématiquement, machin. Mais par contre, je suis dernier. Je grandis au Cameroun dans les années 90. Ah, ça c'est important aussi. Donc, voilà, la big picture de mon enfance, c'est ça. Et pour moi, c'est que des belles choses. J'ai été élevé par des parents croyants, une maman fervente croyante, ancienne d'église, comme on appelle ça au Cameroun. C'est-à-dire que quand tu vas au-delà d'aller à l'église, mais tu t'impliques dans la vie de l'église. Ce titre-là, ça s'appelle ancienne d'église. C'est-à-dire qu'ils ont des responsabilités. Considérons l'église comme une association, tu assumes de la charge. Il y a des trésoriers, il y a ceux qui font les événements, il y a ceux qui gèrent le caté. Ma mère, c'était une femme très impliquée comme ça. Et donc, bercée dans tout ça. Mon père était, lui, très occupé. Parce qu'il faisait de la politique par la force des choses. Tu rentres en Afrique, alors que il a étudié en France, donc il rentre en Afrique après avoir étudié en France. Certaines choses sont gangrénées, tu veux pas. Bon, la politique, c'est une option, il faut le faire. Et donc, il fait de la politique. Donc, mon père
Enfant, c'est juste l'autorité qui plane, qui apparaît. Les devoirs sont faits, attention, hein. Tu vois. Et avec tous les mouvements que ça peut impliquer, parce que c'était un homme politique de l'opposition dans le Cameroun des années 90. Donc, il y avait pas mal de choses complexes. Mais bon, dans la tête d'un enfant, ta norme, c'est ce que tu vis et c'est tout. Je ne me posais pas de questions. Parmi tout ce que tu décris là, qu'est-ce qui fait encore partie de ton identité? Qu'est-ce qui contribue à ce que tu es aujourd'hui? Justement, j'intègre tout. J'intègre un peu tout parce que j'estime que tout ce dont je suis capable de me souvenir a un rôle à jouer. Sinon, je l'aurais oublié. Tu vois? Si je peux me souvenir d'un truc, c'est qu'en fait, mon cerveau ou mon inconscient ou même ma conscience, d'une certaine manière, trouve que c'est une information valable. Et donc, je puise dans ça. Donc, ce qui fait qui je suis aujourd'hui de façon à... Du moins, ce qui fait qui je suis aujourd'hui et qui vient de mon enfance au Cameroun, je pense que c'est mon ambition et ma faim, tu vois. Parce que mes parents ont fait l'effort que ça leur demandait à l'époque de nous mettre dans une école française. Et l'école française des années 90, je sais plus, c'est 1,5 million par enfant ou un truc comme ça. Alors, Dieu merci, on est des grandes personnes aujourd'hui. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose de fou. Je vous mets dans cette catégorie-là parce que je vous vois tout un apparat. Oh, t'inquiète, ça coûte cher. Ça coûte cher, frère. Laissez pas nous tourner, c'est là-bas. Il a dit, reste là-bas. Laisse-moi tranquille. Non, parce que je vois bref. En tout cas, ils font cet effort-là. Et pour eux, à l'époque, c'est un gros effort. C'est un énorme effort. Tu vois, c'est un énorme effort. C'est, je pense, même l'une des plus grosses dépenses. Sachant que je suis le dernier, il y a d'autres enfants, tu vois. J'ai mon grand frère, ma grande sœur, le machin. Fou, il y a beaucoup d'efforts. Donc, c'est le plus gros effort qu'ils font. Et pour le reste, gère, frérot. Gère, tu vois. Gère. Voilà. Tu vois, tes camarades, là, ils ont des POG, des Game Boy, laisse tomber. Eux, ils ont ça. Gère comme tu peux. Et donc, il y a eu une frustration de cette période de ma vie parce qu'en vrai, j'ai grandi dans un quartier populaire, donc à Deido, à Douala, faisant partie d'une des familles les plus riches de ce quartier, au vu du quartier, tu vois. Mais par contre, quand on m'envoie à l'école, je suis juste le petit... Du quartier populaire. Lui, celui-là, il vient à l'école en taxi. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Et donc, il y a cette dualité qui a été en moi très tôt, mais également cette ouverture sur deux réalités, tu vois. La réalité de il faut peu, et on a besoin de plus dans ces environnements-là où il faut peu. Et putain, il existe un autre monde, quoi. Il y avait des Grecs qui étaient venus installer des pipelines, il y avait des enfants qu'on kidnappait à l'école. Bonjour l'histoire. Ah ouais, c'était quelque chose. Hein. Et donc, ça a aussi créé des choses chez moi, je pense, parce que c'est une réalité, quoi. Très peu de gens vont dire, j'étais à l'école avec quelqu'un, on l'a kidnappé. La maîtresse a dit, bon, Yanis a été kidnappé, faites attention, dites à vos parents de venir vous chercher. J'avoue, pour un enfant, c'est quand même une sacrée... Je dis, c'est quand même technique. Et donc voilà. Et on parlera aussi de ma mère, parce que ma mère a joué un rôle gigantesque. Mon père était l'autorité, était le nom, était tout ça, mais ma mère, c'était la présence, l'amour et tout ça. Donc ça a joué aussi. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Il y a plein de choses, vu que je suis coach et j'emmène les gens à réfléchir à leur vie, à revenir, comme vous me faites revenir là, sur leur enfance et tout ça, il y a des gens qui n'ont pas eu une maman comme j'ai eu, tu vois. Ah, tu reconnais ça. Et donc, forcément, on ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact, tu vois. Et quelle relation, c'est-à-dire? Avec tes parents, comment elle s'est construite? Tu disais qu'il faut qu'on parle de ta mère. Ah, vous êtes prêts, on y va là? Oui. On continue comme ça? Oui. Parce qu'on ne va pas arriver même à 10 ans, on ne sera pas arrivé, hein. Comment ça, l'épisode va être l'enfance de CDI, on aura fini. Ça va. Je te jure. Non, mais je te jure. Mais alors, c'est intéressant. Si on va faire un truc. On peut faire l'enfance de CDI, mais je veux juste rajouter, Kai, il a évoqué rapidement tout à l'heure, dans notre podcast, on a essayé de construire 10 piliers. Ok. Comme tu es quand même un expert renommé et qu'on apprécie beaucoup dans tout ce qui est le développement personnel, on veut quand même essayer de structurer aussi autour de toi la discussion autour de ça. En fait, on trouve que ce serait intéressant, à travers ton histoire, de challenger, on ne l'a jamais fait, nos piliers du podcast. On peut citer les 10 ou on les laisse les découvrir? Oui, on le donne au fur et à mesure. Vous pouvez laisser caché, il n'y a pas de problème. Voilà, vous testez le truc, vous posez des questions. Maintenant, moi, pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est... déjà, je suis doté d'une très grande mémoire.
Ok. Ça aussi, je me rends compte que, en fait, je l'ai, ça. Intéressant. On fait ça. En tout cas, moi, j'ai une très grande mémoire. Donc, je me rappelle de beaucoup de moments de ma vie. Oui, donc si tu me dis, parle-moi de ta mère. Je dis, mais là, je te parle de quelle partie? À quel moment? Quand? Quel âge? Tu vois? Donc, on va essayer de t'aider. Mais en tout cas, son dernier fils, elle m'a eu à 43 ans. Donc, t'imagines la relation fusionnelle extraordinaire qu'il devait avoir. Si fusionnelle que j'ai une seule sœur de cette maman-là, de ma maman. Parce que pour son papa africain, il y a d'autres enfants. Sœurs que je salue. Que tu salues. J'ai plein d'autres frères et sœurs. Vous êtes nombreux, il y en a un peu partout. Aux États-Unis, au Cameroun, il y en a. Ok. Bon, en tout cas, de ma maman, j'ai une sœur. Et sa fille, donc sa seule fille, c'était les deux chouchous. Elle et moi, on était les deux chouchous, quoi. On se battait pour savoir, maman me préfère moi. C'est ça le débat. Maman, même moi plus que toi. Voilà, c'est moi le préféré de toute manière. Oh, laisse mon dernier, toi aussi, arrête de l'embêter. C'était un peu ça, tu vois. Ouais. Mais si jamais tu devais prendre... Parce que tout à l'heure, tu te disais, tu ne définis pas comme entrepreneur. Tu vois, pour revenir... J'ai pas accepté la casquette. C'est pas ça la casquette. Je peux pas dire que je le suis pas. Je paye l'URSSAF, j'ai des salariés. En fait, tu accepterais plus chef d'entreprise. Si je te dis t'es chef d'entreprise, ça irait plutôt. Ouais, je suis chef d'entreprise, ça va. Ouais. Dirigeant, tu le vis bien aussi. Dirigeant, ça va parce qu'il faut bien quelqu'un qui dirige. Donc, ça, c'est vrai. Voilà. Mais entrepreneur, tu rajoutes une connotation dessus, on reviendra. Mais un truc qui m'intéresse du coup quand on parle de ta mère, c'est... Comme moi, je t'ai appelé pour t'organiser le podcast, tu as dit un truc qui m'a marqué. Pour un coach de vie, tu m'as dit... attends... ouais, ok, on peut faire le podcast, pas de souci. Par contre, cette semaine-là, parce que la semaine d'après, j'ai plein de trucs, j'ai pas encore atteint mon CA, là. Ouais. Mon quoi? Mon chiffre d'affaires. Ouais. Ok. Bah, là, c'est... Attends, là, tu parles comme un entrepreneur. Caï, je parle comme un dirigeant. Non. Je laissais... Quand t'as dit, j'ai rien dit. Je dis ça, je vais donner ça à Caï. Caï, il faut finir avec lui. Même parmi les entrepreneurs, c'est encore une sous-espèce. Oui. C'est extrêmement rare d'être aussi focus et de suivre ces KPI à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans une conversation spontanée, ça conditionne ta manière de répondre. Là, tu t'en rends pas compte, mais c'est un niveau très poussé. Bah, j'accepte la casquette de l'entrepreneur, On te la remet. Ce que vous me donnez, selon votre définition. Ok, je prends. Tu prends. Voilà. Je te donne cet exemple. Si tu me demandes à moi, je dis en fait non, je suis au balbutiement de ce que je suis censé faire. Mais alors. Donc non, je veux pas cette casquette maintenant. Tu vois. Maintenant, j'ai une question pour toi. Si ta mère, parce que si je comprends, malheureusement, elle n'est plus parmi nous aujourd'hui. Ok, t'as l'info, magnifique. Si j'ai bien compris. C'est ça. Personne n'est plus là. Malheureusement. Écoute, si on lui demandait elle et qu'elle te voyait aujourd'hui, est-ce que tu es un entrepreneur? Qu'est-ce qu'elle dirait? Essaye de sortir de toi. Si ta mère qui t'a vu là, qui était... Mais de l'extérieur, tout le monde ressemble à quelque chose d'autre. Elle dirait quoi de toi? Facile. Non, mais je te demande, elle dirait quoi? Elle dirait c'est trop bien, le dernier il s'en sort bien. Alors là, je m'inquiétais en plus, c'est sûr. Oui, parce que j'ai été un petit voyou aussi. Hein. C'est ça l'histoire. Ah ouais. Mais du coup, ces derniers moments, elle se disait waouh, mais qu'est-ce qu'on a fait? Ta mère était inquiète pour toi. Jamais dû l'envoyer en France. Sérieux? Ah bah oui. Okay. J'ai été accueilli à bras ouverts par l'intensité d'Île-de-France et il y avait des possibilités que je voulais expérimenter. J'étais curieux, c'est tout. Et certaines étaient dangereuses, certaines n'étaient pas très bien. J'ai expérimenté. Je dirais qu'elle était inquiète. Et est-ce que tu penses que si elle voyait ta vie aujourd'hui, ton entreprise, ta famille, est-ce que si on lui disait « Ah, mais ton fils entrepreneur », elle le vivrait bien? Elle serait contente? Qu'est-ce qu'elle dirait à ton avis? Déjà, il faut se dire une chose. On est des Africains. La quantité d'entrepreneurs en Afrique est beaucoup plus grande que dans plein de pays. Ouais. Exactement. Donc en fait, je ne sais même pas si ce serait un sujet, tu vois. Elle ne serait pas impressionnée. Non, elle dirait juste, il fait ça, ok, c'est bien qu'il fasse ça, tu vois. Est-ce que ça marche? Ok, bon, voilà, tu vois. Ah, elle dirait ça. Est-ce que ça marche? Voilà, parce qu'en vrai, tu fais un truc. Dans ma famille, il y a des entrepreneurs partout. Tu vois, est-ce qu'il y en a qui prospèrent? Quelques-uns. Est-ce qu'il y en a qui galèrent? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des hauts et des bas? Oui. Mais tout le monde fait quelque chose, tu vois. Parce qu'en fait, c'est par la force des choses, tu n'as pas le choix. Clairement. Tu vois. Mais ça, c'est soit tu es un fonctionnaire, soit tu as eu un... Après, il y a des grosses boîtes qui arrivent maintenant, ces nouvelles années-là. Il y a des grosses boîtes qui se sont installées, tout ça. Et donc, il y a plus de salariat d'un bon standing. Donc, tu peux être salarié et très bien t'en sortir. Mais dans le monde que moi, j'ai connu quand je grandissais au Cameroun et dans son monde à elle, non, en fait. Il fallait être entrepreneur pour avoir le stylo en main et écrire sa vie. Sinon... Mais ça, c'est très clair pour moi, entrepreneur, du coup. C'est quelque chose qui, au final, était assez galvaudé à son époque. Mais en tant qu'ancienne d'église, si on lui dit maintenant que son fils est coach de vie, qu'est-ce qu'elle dirait?
C'est bien, pour de vrai, c'est bien. Parce que pour moi, t'es pas loin. Mais tu vois la trajectoire dans laquelle j'étais quand elle part, c'était pas ça. Hein. Oui, mais moi, je me dis, est-ce que t'es pas loin d'un pasteur pour moi? C'est ça. Ouais. Franchement, je te le dis. Hein. Et c'est pour ça que moi, je savais pas du tout qu'elle était... la manière dont tu parles de l'église. Ancienne d'église. Ancienne d'église, ce qu'elle faisait dans l'église, ce dévouement pour les autres. Ouais. En fait, je commence à voir, ce qui frappe là, c'est que tu fais aucun lien entre ça et ce que tu fais coach de vie. C'est-à-dire que tu dédies ton existence à essayer en fait, de développer en fait, ta communauté, tu vois, spirituellement, en termes de vision, etc. Ouais. Et donc, même si, effectivement, tu vas pas dire tu n'es pas dans l'église tous les jours, ouais. Enfin, on a du mal à voir que tu fais pas ce lien. En fait, toi, tu te dis que si elle est là, elle va pour moi. Dire, je l'ai dit, ça par contre. Je suis d'accord. J'ai dit que tout est lié. C'est-à-dire que moi, je suis un fond dans le Connect the Dots. Je suis tout. Tout ce que j'ai vécu m'a enrichi d'une manière ou d'une autre et j'essaie de l'utiliser, sauf que je n'ai pas besoin de tout le temps. Effectivement, quand j'ai besoin de trouver la volonté d'aider, la volonté d'aller en profondeur, bah, je me reconnecte à ça, tu vois. Ouais. Quand j'ai besoin de performer, c'est pas la même identité que je réveille. Je réveille l'identité d'anciens combattants que j'ai aussi. Anciens combattants, c'est-à-dire? J'ai fait du MMA. Ah oui, ça, je... Quoi? Tu vois, il a su. Je sais pas comment il a su, mais si j'ai fait du MMA. Wow! À quel moment quelques années. Vous avez fait des vraies enquêtes. Comment tu as su ça? C'est pas très facile. On a l'air comme ça. On a l'air comme ça. Avec des baskets bleues au hasard. Les gens croient qu'on est des plaisantins. Dépareillés. Tu vois? Ils croient qu'on papote seulement. Mais on te dit, on voulait t'avoir. Donc on travaille. Bon, c'est le game de 4-5 ans. Exactement. Ah bon? Ouais. Donc tu frappais les gens. Oui, il se faisait frapper. Non, j'ai 8 combats. Alors les stats. 3 où je gagne par KO et j'en perds que 2 et je perds au point. Donc on t'a jamais frappé. Tu t'es jamais pas au KO. T'as jamais eu KO. À l'entraînement, si. Parce que à la fin, mon coach il m'emmenait m'entraîner avec des combattants de son niveau, quoi. Et mais ça va vite, hein. On te tape à une vitesse. Je pense. Allons sur notre premier pilier parce que c'est. Dévoilons notre premier pilier. Okay. Le premier pilier chez nous, c'est self-awareness. Inspiré par Gary Vee. C'est-à-dire qu'on part du principe, nous, que tu peux aller nulle part si tu ne te connais pas. C'est valable pour beaucoup de choses. Et je suis sûr que tu vois directement ce dont on parle. Mais ce qui va nous intéresser avec toi, c'est d'avoir des clés. Comme on a dit, tu ne peux pas t'exprimer sans donner de la valeur. On va prendre un peu de valeur gratuite. Cadeau. C'est pas gratuit. Hein. Non, vous contractez de la dette. C'est ça, exactement. On va te payer après. Il n'y a pas de problème. L'accent quand même a failli sortir. Vous contractez de la dette. D'accord, vous savez que c'est la dette là. Pas de problème. C'est ça, ok. On s'entend. On est d'accord. Allons. Mais quels sont les outils qu'on a à notre disposition pour faire self-awareness? J'ai l'impression que tu en as déjà donné quand tu dis, bon, toi, tu as la chance d'avoir une très bonne mémoire et de trouver un sens, en tout cas, tu cherches du sens à tous tes souvenirs, à tout ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est un niveau très élevé. Parce que ça demande de faire beaucoup d'introspection, etc. C'est clair, et ça demande d'avoir de la psyché prête pour ça, parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas beaux, il va falloir que tu sois capable de les polariser et tout ça. On parle du départ de ma mère. Le départ de ma mère, ce n'était pas juste un truc comme ça. Hein. Il s'est passé plein de trucs, c'est une famille, il y a plein de choses. J'ai dit que mon père avait d'autres baby mamas, d'autres femmes. Et donc, on a d'autres frères et sœurs. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont denses dans le passé. Mais pour répondre à ta question de façon très concrète, donc là, du coup, j'accepte de mettre ma casquette de coach. Allez, c'est reparti. Déjà, est-ce que tu valides notre pilier? Clairement, je le valide. Et ouais, clairement, parce que qui va où si on ne sait même pas qui on est? En fait, l'intention que tu poses, elle vient d'où si tu ne sais même pas qui t'es? Tu vois ce que je veux dire? Tu peux vite te laisser happer par les dictates. Là, on te rythme dans plein de choses et tu fais, et puis tu te poses des questions et ça te fait faire des crises incroyables. Tu vois, trentaine, quarantaine, cinquantaine, pouf, tu exploses en plein vol parce que tu te rends compte, non, mais cette trajectoire, c'était pas la mienne. J'avais une voix qui m'avait dit qu'il fallait pas que je suive. Et regarde à quelle vitesse c'est passé, je suis au bout, qu'est-ce que je fous là? Donc, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec ce pilier. Maintenant, l'outil que moi j'utilise, que j'ai utilisé et que je fais utiliser aux personnes avec lesquelles je travaille, quelle que soit la nature de leurs activités ou leur histoire, s'appelle la carte de vie. Et c'est assez simple à faire. D'accord? Même ceux qui nous écoutent, ils peuvent le faire.
Je demande aux gens de réfléchir à leur vie entre le début et la fin. Considérer que la fin, c'est maintenant. Parce qu'on ne connaît pas le demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, entre la naissance jusqu'à aujourd'hui, trouver un événement qui coupe ta vie en 2 gros chapitres. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui crée un avant et un après? Tu trouves ce premier événement, tu as 2 chapitres que tu nommes, parce que du coup, entre avant et le gros événement, il y a eu ça. Après l'événement et jusqu'à maintenant, il y a eu ci. Tu as 2 gros chapitres. Et tu refais la même chose sur les chapitres. C'est quoi l'événement qui coupe le gros chapitre en 2? Paf, paf. Et en gros, tu as tes souvenirs marquants qui sont donc dans ton cerveau, là, et qui vont sortir. Hein. Des fois, ça ne sort pas le premier jour ou le deuxième jour. Et puis d'un coup, clic. Ah ouais, mais il y a ce truc-là. Et boum. Il y a un avant et un après. Tu as des événements qui sont marquants. Tu les mets sur une frise. Ensuite, tu polarises les événements pour dire est-ce que je m'en souviens comme un truc de positif ou est-ce que c'est négatif. Et à la fin, tu as une courbe comme ça qui fait au bas, au bas, au bas, au bas. Et là, maintenant, tu essaies d'y donner du sens avec du questionnement conscient, à savoir qu'est-ce que ça a créé comme perspective, qu'est-ce que ça a fermé comme porte, qu'est-ce que ça a rendu possible. Et à la fin, tu as une vision de ta vie qui est un peu plus solide déjà. Mais ça, c'est qu'un outil. Juste pour dire, bon, j'en suis où, tu vois. C'est super déjà comme outil parce que... je suis un vrai coach, j'ai mis ma casquette. Non mais, tu veux me tuer. En fait, tu vois, c'est ça le truc. Bon, voilà, c'est quoi un vrai coach et quoi un faux coach? Parce qu'en fait, ce que tu viens de dire là, je vais le dire. Faut expliquer parce que... On aurait dû commencer par... Non, je vais le dire. Le gars, il est là, il dit... Non, je vais le dire. Je vais enlever ma veste. Voilà, faut dire c'est quoi le vrai faux coach. Parce que j'ai un peu chaud. Le vrai coach enlève. Non, faut enlever. Je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Et c'est important qu'on en parle sans tabou. Voilà. C'est important qu'on en parle sans tabou. Alors, j'ai enlevé ma veste. Alors, là, on est bien. Retrousse mes manches. Là, on est bien. Alors, voilà. Hop, petite pause, surtout à toi qui te demande systématiquement, mais quelle est donc cette tribu SOA à laquelle on fait systématiquement référence? La tribu SOA, c'est la communauté d'Entrepreneur State of Africa, la meilleure communauté du monde mondial. Une communauté dans laquelle vous êtes déjà 300 membres à se retrouver au quotidien avec Moula et moi à échanger. Alors, ce n'est plus sur Telegram, c'est maintenant sur la plateforme School. Et sur cette plateforme, c'est génial parce que c'est comme si on avait notre réseau social SOA dans lequel on peut débriefer des épisodes, on peut débriefer d'un projet business que vous avez, on peut rebondir sur des éléments d'actualité. On fait également chaque mercredi soir les masterminds avec des experts de la tribu qui prennent la parole. C'est vraiment un lieu, un espace d'émulation à laquelle on veut que vous participez. 200 € pour l'année, 120 000 francs CFA. Franchement, c'est un bon deal. C'est un bon deal. Et surtout, ce n'est pas qu'une plateforme. Nous avons également des événements, des meet-up à Abidjan, à Dakar, à Douala, à Washington. Les membres se retrouvent même à Londres. Et dans ces événements, vous serez très souvent surpris par la présence de guests que vous avez vus dans le podcast. Donc, c'est tout ça qu'on met en place parce que vous savez à quel point le pilier entourage est important pour nous. Il est important d'avoir un bel entourage. Il est important d'être conscient de son ambition. Il est important d'être conscient de son entourage. Et on veut vraiment que vous nous rejoigniez si vous êtes ambitieux parce que cette aventure, on l'a commencé avec vous et on veut l'emmener le plus loin possible avec vous. Donc, à très vite dans la communauté et je vous laisse suivre l'épisode. Non, il faut qu'on adresse, comme on dit en anglais, l'éléphant dans la pièce et tout ça. Le métier de coach n'est pas cadré. C'est ça. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. OK ? Aujourd'hui, tu te lèves, tu prends ton téléphone, et encore pire aujourd'hui parce que tu as l'IA qui peut te donner les meilleures citations de tel thème, avec un hook et je sais pas quoi. Et tu fais ça, et tu fais une bio et tu dis « je suis coach ». Et il y a des gens qui sont en train de se heurter à une difficulté ou à un plafond et ils recherchent des solutions. Donc, s'ils tombent sur ton contenu et que tu dis que tu es coach, bah, ils disent pourquoi pas, allons-y. Sauf qu'il y a quand même une énorme responsabilité parce qu'il te faut un minimum de connaissances, il te faut un minimum d'outils et il y a plein de gens qui ne font pas ça. Tu vois, c'est pour ça que je suis obligé quand même si je continue à porter la casquette de coach et dire que je suis coach de vie, tu vois, je ne jette pas le truc sous les roues comme plein l'ont fait avec le terme d'influenceur ou autre.
Je maintiens ma position, je suis coach de vie et je suis capable de parler de différents aspects de la vie. D'ailleurs, j'ai des outils qui permettent de faire le tour de sa vie en un clin d'œil et tout ça. Mais je suis obligé quand même de dire à ceux qui cherchent de l'aide, allez regarder les reviews. Il faut qu'il y ait des gens qui sont passés... En fait, les reviews, parce qu'au final, c'est Hormozy qui l'a dit. Hormozy l'a dit dans son long live là, où il a cassé... il a cassé Internet. Il a cassé la planète. Il a cassé la planète. Il a dit, en vrai, les gars, on peut vous copier vos offres, on peut vous copier vos stratégies, on ne peut pas vous copier vos résultats. Donc concrètement, à un moment, il faut demander aux gens où sont tes résultats. Parce que si c'est juste j'ai une citation ici, j'ai un truc là-bas, on ne s'en sort pas, tu vois. Et c'est pour ça que je dis ça. Mais là, quand je disais vrai coach, ce n'est pas en opposition à quelqu'un d'autre. C'était juste pour dire, dans ce domaine-là, ma casquette, je la porte, elle est bien vissée. Et c'est quoi les résultats dont tu es fier? C'est ça. Où est-ce qu'on peut voir tes testimonials? Quels sont ceux qui te reviennent? Sur mes sites, sur mes pages de vente, j'en mets. Mais ce dont tu es le plus fier, qui te revient? Attends, je vais faire un truc. Si on devait faire l'exercice de la carte de vie avec tes reviews, quel review pour toi a été un avant et un après dans ta carrière? Oh là là, c'est pas mal. Allez, alors on se défend ou pas? Tu casses les oreilles déjà à la régie, tout ça. On est à Paris. Quel review, tu dirais? Ou quel pack de review, quel retour de tes clients constitue? Moi, c'est pas les retours que je cherche, c'est les résultats. Voilà, quel résultat au avant? C'est-à-dire que moi, j'aime... Après, ce qui est paradoxal et qui est compliqué, c'est quand tu es coach de vie et que tu as cette image un peu qu'on colle à la santé mentale et donc à l'aveu de faiblesse et de j'ai besoin d'aide, aidez-moi, il y en a plein qui veulent pas que je dise, bon voilà, du coup j'ai coaché Kai, il était dans des difficultés, il m'a dit aide-moi, mais par contre il n'est pas à l'aise avec le fait de dire bon voilà, celui-là il m'a aidé, et moi je lui laisse le droit parce qu'en fait il deal avec ce qu'il est prêt à assumer ou pas, je ne vais pas créer de la toxicité dans sa vie alors que je viens de l'aider à clarifier les choses, tu vois. Mais en tout cas, le gros événement qui coupe en deux, c'est mon premier gros coaching business parce que j'ai commencé très tôt à partager mes trouvailles parce qu'au final, moi, quand je commence, je lis et je m'approprie des concepts. C'est-à-dire que je les fais miens dans le sens où je les prends depuis mon point de vue. J'ai pas envie de dire tropicalisé parce que ça n'a rien à voir avec ça, mais en tout cas, je me les approprie, tu vois. Je les revisite et je leur donne vie. Donc, je partageais depuis super longtemps, tu vois. Depuis super longtemps. Avant même d'arriver sur Internet, j'étais déjà en train de partager, vulgariser. Donc, il y avait déjà plein de proches avec qui j'avais réussi à avoir de beaux résultats. Ensuite, quand j'ai commencé à faire des personnes complètement inconnues, j'ai eu des beaux résultats. Mais c'était toujours autour de sujets qui semblaient plus ou moins simples. Ok. D'accord ? Parce que pour moi, c'était des trucs où, ça y est, j'avais dépassé ça il y a X temps. T'es bloqué sur ça, on va travailler de telle manière. Ta nouvelle perspective est là, est-ce que tu le vois? Le premier gros coaching qui m'a bouleversé, c'est un mec qui vivait une période assez difficile parce qu'il finissait une carrière de producteur de musique. Ok. Il avait fait des clips, des machins, des trucs, ça passait à la télé et tout ça. Et... il se heurte à un plafond de verre, comme tout le monde doit en croiser dans son parcours. Et on se met à travailler ensemble. Et ce qu'on identifie dans le travail qu'on fait, c'est ses croyances vis-à-vis de l'argent. Et donc, on travaille sur les nouvelles croyances ressources dont il avait besoin, à savoir que l'argent, il y en a partout, tout le temps. C'est pas, si tu n'en as pas, c'est juste que tu n'as pas su l'attirer à toi. Il circule tous les jours. Tout le temps, il y en a dans les poches de tout le monde. Si j'ai une offre pour vous tout de suite, là, votre argent rentre dans mes poches tout de suite. C'est ça. Donc, et ce mec-là, c'est le genre de personne dont les coachs rêvent et qui font la renommée des coachs. Parce que tu sais, il y a des gens qui implémentent vite. Il y a des gens qui ont besoin d'un coup de pouce. Ils ont le drive, ils ont le stamina, ils ont les raisons, mais ils ne savent pas trop. Et donc, quand tu les aides, paf, ils te font un résultat incroyable, tu vois. Comme les stars des coachs sportifs qui ont perdu je ne sais pas combien de kilos en tant de temps. Les coachs sportifs s'en approprient les mérites. Mais en vrai, la personne avait un niveau de détermination. Mais les grands coachs le disent souvent. Tu vois, ils te disent... mes joueurs, si j'avais pas ces joueurs-là, je pourrais pas. Tu vois. Et donc, c'est ça, moi, qui rythme mon histoire de coach. Et lui, ce premier-là, c'est un mec qui vient me voir à une époque où ça va pas du tout. Toutes ses boîtes sont fermées, les contrats, ça marche plus trop. Sa femme lui dit, écoute, il n'y a pas d'oseille.
tu devrais pas prendre même au moins un petit contrat, je sais pas, même caissier. Et c'est ça qu'il vient me dire, avec son petit argent qu'il peut me donner. Et il vient prendre son argent. Et il te paye, toi. Ouais. Et il me paye moi parce qu'il m'avait croisé à un événement, je crois, ou un truc comme ça. Et ce qu'il y a de particulier avec les profils entrepreneuriaux, c'est que très peu conscientisent, ou en tout cas acceptent ce travail-là qui est nécessaire à passer à un palier. Tu vois, ils se disent, non, tu vas me parler de quoi? De psychologie? Tu vas me dire des phrases, des citations? Voilà, il a flemme, tu vois. Et donc, il était dans ce truc-là au début, mais la vie l'a tellement bousculé qu'il a dit, on tente. On travaille donc ensemble. Et moi, ma philosophie à l'époque, c'est ton premier entrepreneur, il n'a pas forcément l'oseille, mais traite-le comme s'il avait l'oseille. Et donc, je lui fais un accompagnement musclé, rythmé, régulier, tout. Et en l'espace de, je sais pas, peut-être 9 mois, il pose une nouvelle idée. Et son idée, c'est ce que j'ai appris à faire dans l'industrie de la musique, donc des productions avec des petits budgets où on tire un peu à gauche, on tire à droite, on ne doit donner que 10 000 pour un clip, mais on va réussir à faire un clip avec 4 000 et il faut... Je vais le faire dans une industrie où il y a plus d'oseille, parce qu'on a travaillé sur ses croyances limitantes vis-à-vis de l'oseille. Donc en gros, il savait jouer, il était bon, mais il ne jouait pas sur le bon terrain. Et il allait jouer sur le bon terrain, et en l'espace de 9 mois, il s'est passé des trucs... Il m'a fait un retour d'expérience gratifiant, parce qu'il m'a dit, j'estime que ça, c'est au moins ce qui te revient. Ah, carrément. Et donc ça, c'est un gros gap. Hein. C'est un gros gap. Et le gars t'a donné, du coup, en retour... De l'argent, une grosse quantité d'argent. En mode, tu le mérites. Ouais, en mode, je sais que j'étais tout seul, même ma femme, elle me disait d'aller faire caissier, et tu m'as dit, écoute, si tu sais que tu peux faire autrement, on y va. Ton seul problème, c'est ce que tu t'es mis dans la tête par rapport à l'argent. Et on avait d'autres choses aussi, parce que c'est un Africain, donc un afro bien noir. Et il avait également le complexe de, à ce niveau-là, est-ce qu'on va me laisser jouer? Et sur ça aussi, on a travaillé. Et donc, là où j'ai rythmé notre coaching, c'est qu'en gros, quand il avait un rendez-vous avec une banque, on avait une session de préparation. Quand il avait un rendez-vous avec un truc important, un deal à signer, on avait une session de préparation. Et donc, les sessions sont systématiquement bien passées. C'est mon premier gros boom, parce que j'avais mes croyances à moi aussi, inconscientes, tu vois, non mais inconscientes, qui me légitimaient pas aux côtés d'un entrepreneur. Ça t'a permis de voir aussi que même des situations complexes... C'est la même chose, Kaï. C'est toujours la même chose. Ce que je fais à quelqu'un qui va dire « Ok, SUDI, je veux prendre une heure de coaching et je vais payer que 300 €. Allez, c'est plus adapté pour un entrepreneur parce que je compacte et tout ça. Mais au final, c'est les mêmes problèmes. Tu vois, le self dont tu parles, là, c'est le cœur de mon approche. Moi, je suis plus vraiment sur le self-awareness, je suis sur le self-concept. C'est-à-dire que le concept de soi, c'est l'ensemble de tout un tas de choses qui font que tu te vois d'une certaine manière par rapport à une situation. Et il y a plein de gens qui sont coincés sous un plafond de verre parce qu'ils ne se voient pas comme ce qui correspond à leurs ambitions. Et j'étais là-dedans, moi-même. C'est pour ça que la casquette d'entrepreneur, je dis, oh, les gars, moi, je suis là pour être honnête, je ne vais pas vous mentir. Je pourrais cash-flasher là, où j'aurais pu venir avec 2 Rolex et dire, ouais, mon ami, ça. Mais c'est on va pas bien loin avec ça, tu vois. De toute façon, tout à l'heure, je suis en train de me dire, du coup, ok, tu as donné un très bel exemple comme ça. Mais du coup, est-ce qu'à cette époque, avant lui, est-ce que tu te définissais comme coach de vie? Non, j'ai réfléchi à quand je suis arrivé, parce que là j'étais déjà sur les réseaux, je coach ce mec-là. Ah, donc tu avais déjà un following? J'étais déjà sur les réseaux. Non, j'étais sur les réseaux. Ça veut dire quoi? Je suis officiellement là et je propose quelque chose. Tu vois? Parce que là, on parle de 2018-2019. Cette période-là. C'est à ce moment-là que je l'accompagne. Mais est-ce que tu avais genre plus de 10 000 followers? Je sais pas, en fait, comment tu situes? C'était pas beaucoup. Pas beaucoup, t'étais pas... C'est pas beaucoup. Parce que j'étais pas une autorité. On n'a pas dit tes stats. Parce que là, tu as quand même des sacrés stats maintenant, mais du coup... Non, c'était pas beaucoup. Mais c'était quoi la question que tu m'as dit pour me poser là? Je dis du coup, est-ce qu'à cette époque, tu te dirais que tu es un coach de vie? Ah, bon, en vrai, j'aurais pas dit non, mais il y avait une part de moi qui était encore beaucoup dans le besoin de prouver tu vois, ma valeur et que j'existe et tout ça, tu vois. Et donc, à ce moment-là, les étiquettes que je me mettais, elles n'avaient pas de sens. Je me serais dit entrepreneur aussi, tu vois. Bah en fait, je pense que tu étais... entrepreneur, tout le monde se dit ça. Mais je pense que tu étais... je pense que tu te projetais déjà dans une carrière de coach de vie, mais tu
tu as changé de niveau, en fait, avec cette expérience. C'est-à-dire que tu t'es dit, OK, en fait, je peux jouer sur la ligue d'au-dessus. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce que tu as réussi pour lui, finalement, lui aussi t'a apporté. Et ça, je suis sûr que tu dois avoir plusieurs expériences. Pour te dire, l'étape d'après, donc le prochain point qui marque ma prise de coach, c'est le moment où maintenant, je veux facturer pour un entrepreneur ce que lui m'a donné comme rétribution. Et pour vous donner un chiffre, c'était 50 000 euros. Patate! Donc maintenant, je parle à un entrepreneur qui me dit, il n'y a pas de problème, je sens que toi, on peut bosser, il faut que ce soit toi. Comment est-ce qu'on fait? Et syndrome de l'imposteur oblige, je lui dis, bon, je te reviens. Faut que je réfléchisse à toute mon offre. On va dire ça comme ça à la volée, tu vois. Et c'est ce même coaché-là, ce même client qui, lui, avait scalé sa vie à un autre niveau. Parce que c'est vraiment l'un des plus fulgurants. Vraiment, je vous dis. Donc c'est le deuxième, c'est pas le même gars que le producteur de musique. Le premier producteur de musique, son ascension, ses réalisations étaient juste fulgurantes. Je sens que les gens qui nous écoutent se demandent comment ça évolue avec sa femme. Non, elle a une belle vie, il a gâté, elle continue à être gâtée. Ça va bien, ouais. Ça va bien, ça va bien. Elle n'a pas regretté d'être restée sur le... il a gâté et tout. C'est bon, tu peux continuer. Ils ont un vrai lien. Après, je pense, et ça, on peut se le dire, on est des hommes, je pense que c'était une sorte de bienveillance de sa part. Tu vois, de dire, il n'y a plus rien qui rentre. Tu restes là, tu fais rien. Il n'y a rien. Et mon ami, va faire, au moins tu t'assieds là-bas. Au moins il y a 1 000 euros ou 1 500 euros qui vont rentrer. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est tellement dur à entendre pour un mec. C'est terrible. Les femmes ne se rendent pas compte. Et quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui viennent me répondre en commentaire. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que les femmes ne se rendent pas compte du pouvoir qu'elles ont réellement sur les hommes. Ça, c'est vrai. Elles ne l'utilisent pas bien, c'est tout. Mais sinon, le pouvoir est long. Ah, c'est clair. Et il y a plein de mecs, à chaque fois que je dis ça, qui disent non, c'est pas vrai, on s'en fout des femmes maintenant, on veut que leur corps. D'accord, mon négro. Même le fait qu'il ait dit ça, là, c'est que c'est vrai. Voilà, on va être comme on dit CQFD. Voilà. Tu viens de prouver mon point. Vas-y. Mais du coup, ce deuxième-là, moi maintenant, mon problème, c'est de dire, mais est-ce que je vais m'asseoir devant lui et dire, je veux 50 balles? Tu vois? Est-ce que je me straight my face? Je vois bien, en fait, avoir des discussions avec lui-même. Ah ouais, là, quand même, je vais dire, je veux 50 balles, là. Waouh! Et je parle à cet ancien client qui est mon client, qui a eu le plus beau parcours, le beau truc. Et pour le mettre à l'aise dans la façon dont on travaille, je fais pas systématiquement usage de l'autorité du coach, tu vois. C'est une discussion avec quelqu'un qui a des outils qui peuvent t'aider à voir plus clair, sans que je dise, mais je suis ton coach. Donc c'est une discussion qui, au final, est devenue très fluide. Et donc, moi, à ce moment-là, je lui dis, écoute, je vais te donner ma situation et tu vas me dire ce que tu penses. Parce que je me sens comme tu te sentais, au final. Tu vois le paradoxe du truc? Et c'est là où je vous dis qu'il faut savoir se déconstruire et voir quand on était un mytho. Tu vois? Parce qu'en vrai, là, je l'ai aidé à faire un truc, il a pu le faire, j'étais coincé, je ne pouvais pas le faire moi. Mes croyances limitantes vis-à-vis de l'argent faisaient que je ne croyais pas. Il m'a posé une question, les gars. Il m'a dit, mais en vrai, est-ce qu'on est d'accord que tu peux créer quelque chose qui vaut 10 fois plus que 50 000 euros dans sa vie? J'ai dit, ah bah oui. Il dit, bah alors qu'est-ce que tu veux me casser la tête là? Et voilà, c'était fini. Et donc je suis allé dire, bah c'est 50 balles. Mais parce que du coup, il faut aussi avoir la conviction que le client, ce que tu vas lui apporter, peut faire ça. Ouais. Sauf pas que tous les clients. Et c'est là où le self-awareness, je l'aime beaucoup. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Je ne vais pas te former à l'IA. Je vais pas... il y a des trucs que je ne sais pas faire et je ne veux pas savoir les faire. Par contre, ton self-concept, je vais te montrer sous tous les angles les différentes choses qui font que tu es coincé sous un foutu plafond de verre. Je vais te montrer tes complexes, je vais te montrer tes peurs héritées, je vais te montrer tes dualités que tu as créées, parce qu'il y en a. Il y a plein de gens qui sont coincés sous des plafonds verts financiers parce qu'il y a une part d'eux qui pensent que l'argent va gâcher leur vie. Que leur famille ne va plus les aimer ou que les gens ne vont plus s'intéresser à eux pour qui ils sont. Où se fait la différence? Je pense que c'est aussi une question que tu as souvent reçue avec le psy. Ça dépend de tout à chacun. Voilà, moi, ma formation, je suis allé directement voir les meilleurs. Vous l'avez cité tout à l'heure. Moi, j'ai fait le Core 100 de Tony Robbins. Ok. Voilà. Les 5 jours là? Non. Les 5 jours, c'est son programme. C'est rien ça. Le 5 jours, c'est son programme pour les gens qui veulent se trouver. Attends. T'as fait que... Le Core 100. Ça a coûté combien? 4 000, un peu moins de 5 000 euros. Ah, ok. Je pensais que c'était...
Non, Ah non, en ligne. Oui, en ligne. Tu peux le faire, tu peux le faire en ligne. Lui pensait au voyage de celui où tu vas sur son île au Fidji et tout là. Non, ça aussi, il faut qu'on le décompose. Mais même 5 000 pour se former. Et surtout que je le fais à une époque où 5 000 €, c'est beaucoup. C'est une voiture pour moi, 5 000 €. Tu faisais quoi à cette époque, juste avant qu'on avance? Parce que je sais quand même que les gens ont fait ton En histoire. vrai, les gars, je commence à entreprendre en 2010. Donc, en vrai, quand je quitte le salariat, ça y est. Hein, tu fais quoi? Je vivote plus. Hein. Je vis, ça y est, je guéris mes blessures de pauvreté là. Je pouvais aller chez Louis Vuitton, manger où je voulais, je voyageais déjà partout. Déjà en 2010 Mais mes toutes premières vidéos, les gars, je voyage quasiment autour du monde. Je suis en Asie, je suis aux États-Unis. Mes toutes premières vidéos, 2017-2018. Mais 2010, du coup, t'as rien à dire quand t'as fait ton premier entrepreneuriat? 2010, je crée une boîte de marketing par la force des choses, parce qu'il y a un grand à moi, Cédric So, dédicace à toi. Qui ça? Cédric So. Ok. Qui me donne une chance sur une OP sur un salon, c'était Who's Next, je crois, le salon de la mode. Oui. Et moi, de base, je suis juste un animateur commercial, marketeur qui distribue des flyers et tout ça. Sauf que mon énergie et ma capacité à m'adapter aux gens, mais en fait, ils cliquent, ils disent, mais en fait, là, les clients, ils sont en train de réagir parce qu'ils disent, on n'a pas eu autant de gens sur le stand depuis je sais pas combien de temps. C'est quoi qui se passe? Ben, c'est moi qui se passe, mon gars. Il dit, bah, tu sais quoi? Toi, vaut mieux que tu crées ta boîte, j'ai pas envie de te payer des trucs compliqués. Et je crée ma boîte, non pas parce que j'ai l'ambition de l'être, mais parce qu'il me dit, tu verras, ce sera mieux, tu vas facturer mieux et tout ça. Et de cette boîte-là, je me retrouve à monter des équipes de gens comme moi, au final, tu vois, qui avaient juste pas le droit de jouer, qui savaient pas qu'on pouvait jouer à ce niveau-là. Tu vois, je prends des potes qui livrent des pizzas. Mais toi, tu sais qu'ils ont un truc en plus. Mais ouais, parce que je sais qu'on a des potes comme ça qui auraient dû être humoristes, qui auraient dû être je sais pas quoi. Et on leur a juste jamais donné le droit de jouer sur les bonnes. NASA, il est devenu chanteur par hasard. Tu vois, c'est pas grave. Il y a des choses qui dorment. Et c'est pour ça que pour moi, la clé, c'est le self-concept. Tu dois trouver ce que Dieu a caché en toi, que tu dois magnifier et donner au monde. Et en vrai, tout se débloque. Donc, je fais ce truc-là. Après, bien entendu, entrepreneuriat oblige, ça se casse la gueule parce qu'on arrive à un stade où on dit mais frérot, le mec, il a 20, je sais pas combien d'années là. C'est un petit jeune. Vous voulez lui donner Courchevel avec Schumacher et tout? Non. Parce que c'était ça, mon deal sur lequel tout s'arrête. C'est Courchevel, Schumacher, sorti de je sais plus quel appareil Samsung, là, soit le Note 2 ou le Note 3, je sais plus. Et on devait aller à Courchevel, Schumacher. C'était 7 000 € par tête, la facturation. Alors, c'est peut-être pas beaucoup. Mais moi, à l'époque, je dis quoi? C'est-à-dire que si je viens, on est 5, ça va être 35 balles là. Dans ma tête, je dis, ouais, ça y est, en fait. Napoléon Hill avait raison. C'est ça la vie! Ah, il a sorti mon tonton! On a fait l'épisode sur lui, juste. Napoléon Hill avait raison! C'est ça! Quand les faut manifester, voilà. Je savais que mon subconscient allait me donner les voix! Et paf, ça se casse la gueule. Ça se passe la gueule. On te donne ouais, ils donnent pas, ils veulent pas. C'est des trucs en interne, je sais pas ce qui se passe. Ils tardent, ils me répondent plus. Alors que d'habitude, c'est super fluide. Là, non, je sais pas trop. Le mec, je le cherche, il me fuit. Ouais, classique. Et puis, pouf, ça cuit comme ça. Et je me dis, bon, c'est pas grave. C'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Sauf que il fallait un décideur comme lui pour me donner une chance à moi. Les autres, ils voient juste. Ah, et du coup, ouais, super. Bac S, là, c'est bien. C'est pas con. Fac d'audiovisuel, ok, super. Et what else, exactement. C'est tout? Ah bah non, hein, si vous voulez, on a des postes d'animation SodaStream là-bas, vous allez distribuer... L'eau pétillante. Et je l'ai fait, bordel. Parce qu'il fallait que je croie dans mon dream, il fallait que ma boîte elle continue à vivre et tout ça. Donc je l'ai fait. Mais ça y est, c'était n'importe quoi. J'étais passé à des trucs où on payait 110 € la journée, taxes incluses. Et c'est à ce moment que tu investis dans la formation de Tony Robbins? Non, c'est plus tard, Tony Robbins, c'est plus tard. Tony Robbins, on l'a fait... je quitte le salariat fin 2014, début 2015, peut-être un an après. D'accord. Ok. Un an après, Tony Robbins, Magali Pécha, Marc Pécha, Chloé Madanès, extraordinaire. Et en fait, ta réponse... Ça, c'est des formations différentes? Non. En gros, c'est le staff qu'il a fédéré autour de lui. Parce que Tony Robbins, là où c'est un modèle pour tous les coachs, c'est que c'est pas un psy. Ah oui, on revient à la question de psy. C'est pas un psy, le mec. Tu vois, il a employé des psys pour légitimer, pour valider. C'est des psys qu'il a employé? Bah oui. Pour qu'il n'y ait pas de barrière. On est dans un monde où le statut ou l'autorité, ou tu vois, ça compte en fait. Les gens ont besoin de ça pour dire ok, on est sûr, ça a été validé par un psy. Donc Chloé Madanès, c'est une psy avec laquelle il a bossé et qui est brillante, extraordinaire, une femme super douce. Et j'en venais à où? La différence entre psy et coach de vie.
La grande différence, déjà, c'est le temps. Le psy, il prend tout le temps qu'il faut pour que tu ailles où tu dois aller et ensuite que tu finisses par te régler tout seul à force de comprendre et parler. Le coach, il sait que tu as un objectif rapide à atteindre. Il faut qu'il trouve le meilleur moyen d'y aller. Il y en a qui disent, parce que je suis coach, je ne travaille pas avec le matériel psychologique. Tony Robbins ne fait pas partie de ces gens-là. Tu vois, moi non plus, je ne fais pas partie de ces gens-là parce que je trouve qu'il y a une valeur gigantesque dans les travaux des gens qui nous ont précédés. Là, en ce moment, par exemple, je lui donnais la mission d'étudier absolument toute l'œuvre de Jung. Je veux tout savoir de lui. Donc là, dans Duolingo, là, j'ai ajouté l'allemand. Parce qu'il faut que j'aille lire certains trucs qu'on n'a jamais voulu traduire. Parce qu'il était quand même, c'était un disrupteur, Jung, tu vois. Il était libre, il pensait, il disait ce qu'il fallait. Et à cette époque-là, les idées, c'était très dangereux. Jusqu'à maintenant, les idées sont très dangereuses. Et à l'époque, pour limiter une idée, on ne traduit pas déjà. Tu vois, ça commence comme ça. On ne t'édite pas, on ne traduit pas. Donc là, tu apprends l'allemand pour ça. Dieu lui a donné des secrets. Tu vas aller chercher ça. Mais pourquoi ne pas? Oh, t'es chaud. Non, c'est très bien. Tu vois, pourquoi ne pas aller chercher ça, tu vois? Et donc, moi, mon approche, c'est pas forcément qu'il y a une opposition. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent opposer les psys et les coachs. On est complémentaires, tu vois. Il y a des gens que je coach qui voient un psy en parallèle. Il y a des gens qui viennent me voir après avoir vu un psy. Ouais. Et au final, c'est moi qui fais le déclic. Il y en a d'autres qui me voient et qui disent, bon, finalement, je dois aller voir même pas un psy, mais peut-être un psy 4. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. Quand tu n'arrives pas du tout à gérer ta psyché, il faut qu'on t'aide à créer un peu de stabilité. Toi, tu as déjà renvoyé des gens vers des psys, du coup? Oui, vers les psy 4. Les psychologues, moins, tu vois. Ouais, parce que là, il n'y a pas vraiment... Le psychologue, en réalité, il y a quelques décennies, c'était comme les coachs. Ouais, parce qu'on considérait que ce n'était pas des psychiatres. Ouais. Donc, ce n'est pas des médecins, donc machin, tu vois. Mais du coup, pourquoi tu n'as jamais fait d'études de psychologie, par exemple, tout ça? Pourquoi tu t'es jamais voulu avoir cette étoile? Parce qu'en fait, tu pourrais. Ouais, mais... je sais pas, j'ai eu la flemme. Je me suis dit, si je le fais juste pour qu'on me valide, moi, je suis allé chercher le truc légitimité, je trouve ça naze, tu vois. Non, mais après... Parce qu'en fait, pour Tony Robbins, par exemple, même s'il ne l'a pas fait lui-même. Il s'entoure de psy. Il s'est entouré de... Mais je suis formé par lui. Donc, en vrai, c'est comme si je me suis entouré de tout ce qu'il a réussi à synthétiser. Tu vois ce que je veux dire? Et je lis Jung, j'ai lu Freud et tout ça. Mais dans ton développement, tu pourrais imaginer d'avoir des psys dans ton équipe? Je fais appel à des psys de temps en temps. Tu vois, quand je sens qu'il y a... Parce qu'en vrai, et après, je veux parler comme un entrepreneur maintenant. En vrai de vrai, je fais appel à des psys juste pour... rassurer dans un domaine où on a besoin que ce soit rassurant, tu vois. Mes interventions en entreprise, par exemple sur la santé mentale, dans les années Covid et tout ça, il fallait que j'amène un psy pour dire, bon, comprenez que je suis pas un youtubeur, je suis pas en train de juste de venir faire un événement drôle, on travaille sur du matériel psychologique et il y a des psys qui sont avec moi. Et pour vous dire, autre moment de syndrome de l'imposteur, courant 2020, il y a peut-être 2 ou 3 psychologues qui ont réservé des coachings avec moi. Là, tu te dis, c'est quand même quelque chose. Alors là, j'étais encore. Là encore, je me suis dit, mais. Qu'est-ce qui se passe là? Il va m'étudier, il va dire quoi? Tu vois, il va se passer là, tu vois. Et voilà, non, à la fin, mon parcours, j'aime le faire comme je le fais. Si demain l'envie devient pressante ou forte, je le ferai, tu vois. Moi, c'est juste que je te verrais bien faire une thèse sur Carl Jung, tu vois. Genre, du coup, tu auras accès. Je le ferai peut-être dans un bouquin. J'ai le droit d'écrire sur Carl Jung sans qu'une école de psychologie me donne donc tu n'as pas ce besoin de validation. Ouais, non, je veux pas, j'ai même pas besoin, je m'en fous, moi. Je m'en fous, je te dis la vérité, je m'en fous. Mais du coup, comment t'as géré quand les psys sont venus vers toi? Tu leur as juste... non, j'étais complètement... J'ai fait mon boulot, mais j'étais moitié pas là, tu vois. Mais par contre, tu vois, avoir vécu autant de moments de syndrome d'imposteur m'a permis de comprendre comment est-ce qu'on est censé se donner la légitimité à soi-même. Intéressant. Comment on fait ça? En fait, il faut que tu ailles trouver ce que Dieu a caché en toi et qui est que en toi. C'est ça que tu peux donner à quelqu'un et qui va lui permettre de voir les choses différemment. Tu ne dois pas restituer, je sais pas quelle connaissance de quelqu'un d'autre ou je sais pas quoi, tu vois. C'est quoi ton point de vue sur ça? C'est quoi ton point de vue sur ça? C'est quoi l'outil qui marche pour toi? C'est quoi la carte de vie dont je parle? C'est un outil que j'ai créé. Il n'y a pas ça dans les formations de Tony Robbins ni des autres que j'ai suivis. Il y a Kane Ramsey que j'ai suivi aussi, John Grinder aussi. Tu as payé des formations sur tous ces gens-là? Oui. Après, il y a une part de... Tu vois, ce travail-là, pour dire vrai, il y a une part... je me suis heurté à des réalités où l'énergie ne suffit pas. Tu vois, l'énergie ne suffit pas. La bienveillance ne suffit pas. Il te faut du matériel psychologique. Il faut que tu connaisses les différents profils. Tu as qui devant toi, il fonctionne comment. Il faut que tu saches tout ça. Sinon, en vrai, tu vas perdre du temps aux gens. Vous allez parler, ça va être super. Et puis, ils vont partir, il ne va rien se passer.
Donc ça, c'était mon première motivation. Il me fallait des outils. Deuxième motivation, il me fallait absolument me sentir un minimum légitime. Et donc, les formations pour coach étaient plus rapides. Ah, tu vois. Mais c'est intéressant parce que du coup, ça nous amène à notre deuxième pilier, sans transition, mais qui est dans la même logique de ce que tu viens de dire. Notre deuxième pilier, c'est l'importance du plan. Donc, long term is a game. Alors. Exactement. Là, je vais mettre ma demi-casquette d'entrepreneur. Mais pour te donner le contexte aussi dans lequel il est régulièrement venu, c'est que le constat, c'est que quand on a des gens qui nous posent des questions ou qui se posent des questions, très souvent, la question, ils n'ont pas de réponse, c'est quel est ton plan? C'est-à-dire, on se rend compte très facilement qu'ils n'ont pas réussi à structurer un plan. D'ailleurs, là, il est très... c'est le symbole numéro 1 de la médiocrité pour moi. Il est très dur sur ce sujet-là. Parce que les gens, avant de poser des questions à quelqu'un, devraient au moins, à minima, donner cette impression d'avoir réfléchi sur ce qu'ils veulent atteindre comme objectif et quel est leur plan sur le long terme. Je ne sais pas si ton expérience, et bon, pour compléter ce que disait Kaï, c'est qu'en fait, nous, on a réalisé, de notre expérience, en tout cas des gens qu'on a rencontrés entrepreneurs, une des choses qui les distingue fondamentalement des autres, souvent ceux que les gens disent qui ont réussi, encore une fois, c'est des critères, tu as la self-awareness, c'est-à-dire que tout le monde, ces gens-là ont tous en commun quand même d'avoir dit à un moment, ça, moi, je suis bon dedans, et c'est ça que je vais faire. Les autres trucs, là, j'ai accepté que, mon ami, c'est pas pour moi. Voilà. Ou alors, je ne veux pas mettre de temps. En tout cas, c'est pas mon truc. Et tu as l'autre truc que tu vois, c'est qu'en fait, tous ces gens-là, dans tout le podcast qu'on a reçu, il y a quand même un truc en commun, c'est ouf, tous ont ce truc de, à un moment, j'ai décidé que j'allais là-bas. Le là-bas peut changer, c'est-à-dire que tu les vois même des fois, ils nous racontent, à la base, je voulais aller là-bas. Mais en fait, sur le chemin, je me suis rendu compte qu'en fait, là-bas, c'est pas ça que je voulais vraiment, c'est plutôt à côté là. Mais comme ils avaient un plan, ils mettent, une énergie que quelqu'un qui avance au jugé n'arrive pas à mettre. Et deux, ils ont une cohérence. Ils ont une cohérence dans leurs décisions, dans leur time management, dans ce qu'ils font plus. Et le drame de notre époque, c'est que le plan, qui dit plan, dit souvent long terme. Et enfin, on le constate encore plus, vraiment en Afrique, la culture de court terme est incroyable. Est tellement forte. C'est ça qui détruit tout. Pour différentes raisons, parfois à juste titre, tu vois. Tu dois t'en sortir là, aujourd'hui, tu vois. Mais c'est le gombo, c'est le truc, tu vois. Si tu fais un sondage, entre gagner 300 000 par mois pendant 4 ans, tu vois, tous les mois, et recevoir 1 million tout de suite, il y a des gens qui vont dire 1 million tout de suite, tu vois. Donc, tout ça mis ensemble... Ça, c'est un manque d'éducation. Oui, mais bref... Alors, c'est intéressant. Quel retour, toi, tu as là-dessus? Est-ce que toi, tu as remarqué ça? Oui. Ce qui est certain, oui, c'est difficile. Déjà, je trouve que le plan, je ne sais pas si vos piliers se superposent ou pas. C'est intéressant. Mais en vrai, tu peux pas vraiment avoir un bon plan si tu n'as pas de self-awareness. C'est clair. Ça, c'est clair. Je crois qu'on l'a conscient. Effectivement. C'est compliqué. Déjà, s'il y en a qui n'ont pas ça, ça y est. Ça ne sert à rien de leur demander s'ils ont le deuxième. Voilà. Parce que qui a fait le plan, si tu ne sais même pas quitter ce que tu dois faire, qui fait sens pour toi. Alors, pour compléter ce qu'il disait, on a vu des gens qui ont des plans parce que je dis médiocrité, mais il faut que je m'explique. Parce qu'en fait, je ne pense pas que les gens sont médiocres indéfiniment. Je pense que ce qui se passe, c'est que comme tu dis, des fois, tu as des gens, ils ont des plans que quelqu'un d'autre leur a donnés. Absolument. Donc, ils viennent, ils ont un plan, mais en fait, c'est médiocre parce que dès que tu creuses, ça ne correspond à rien chez eux. Parfois, ça correspond à un article. Un article, ouais. Où ça n'appelle rien de leur unicité. Moi, j'appelle ça. Et c'est là où je me dis... Parfaitement raccord avec toi. Et c'est là où, en fait, je dis, mais en fait, merde, c'est même pas des fois que les gens n'ont pas de plan. C'est juste que le plan qu'ils ont, c'est pas le leur. Ouais. Et à votre avis, il y a combien de pourcents de la population comme ça? Qui a un plan mondial. Non, qui a un plan qui est aligné avec leur unicité. Moi, je dirais, de mon estimation, c'est alors tu arriverais à, franchement, je dis ça pivot, à mon avis, 5%. Ah, toi, tu parles de ceux qui ont le plan et qui sont alignés. Ok. Toi, tu dirais combien? 5%. Ouais, pareil. J'étais même en dessous, moi. Tu dirais moins? Ouais, j'étais en dessous. J'étais en dessous parce que... Et c'est là où moi, je suis très content de la phase dans laquelle je suis. Dis-nous. Je rentre, et c'est le travail de Jung, ça. Tu vois, il te confronte à ce que tu as toujours fui en toi. C'est l'un des trucs pour lesquels il est le plus connu, la part d'ombre et tout ça. Ouais. Donc il dit, ici, là, on n'est pas des mythos. Regarde cette partie-là. Admets qu'il y a ça en toi. Si tu veux pas, tu quittes, tu fermes, tu pars de là, tu vois. Mais quand tu regardes cette partie-là, c'est le seul moyen
d'avoir un véritable self-awareness. Exact. Parce que tu dois savoir quels sont les objectifs que tu t'es fixés juste par mécanisme de compensation à une blessure passée ou par besoin de prouver à je sais pas qui, de prouver que tu as de la valeur, de prouver que tu n'es pas bête, de prouver qu'ils ont eu tort, de prouver qu'ils vont regretter ou je sais pas quoi. Et moi, ça, c'est un truc sur lequel je réfléchis beaucoup parce que si on prend l'exemple d'extraordinaires top performers, c'est des gens qui surprennent par la quantité d'émotions qui peut les submerger. Ok. Un Jordan, un Ronaldo, un Elon Musk. Ouais. C'est les mecs, d'un coup, tu les vois, ils sont là et puis ils pleurent. Et pourquoi? Parce que tu te rends compte qu'il y a une part d'enfant qui a toujours été là et qui doit prouver le contraire de ce qu'on lui a dit. Tu vois? Est-ce que ça, c'est être aligné du coup? Avoir un plan qui est aligné avec son unicité? Moi, je pense que oui. Mais en fait, ce que tu dis, c'est... Ouais. Là, c'est chaud. En ce qui concerne les top performers, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, il faut connaître son moteur. Voilà. Qu'est-ce qui te drive? Mais tu sais ce qui est marrant, ce que tu dis là. Ouais, parce que dans ce qui te drive, des fois, le plan, il vient pas de toi. Non, Michael Jackson, qu'est-ce qui le drivait? C'est le vieux. La compétition. Hein. Et donc, il était aligné. C'était le plan de qui, du coup? Il était aligné? Il n'était pas aligné? On fait quoi de ça? Non, c'est intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je dirais que oui, parce que tu sais, c'est intéressant. Je sais pas si tu as lu la biographie d'Elon Musk. J'ai survolé, j'ai pas eu plus le temps. Ouais, moi j'ai tout lu et la partie qui m'a marqué le plus, qui je trouve qui est géniale parce que du coup Walter Isaacson qui a fait cette biographie, le boss des autobiographies. En fait, autobiographie, tu as réussi ta vie, genre tu as fini chez les Américains. Steve Jobs, il a fait Vinci et il fait Elon Musk. Ce qui je trouvais qui était génial, c'est qu'il a relevé un truc, il dit en fait que lui, tout ce qu'il a marqué avoir fait Elon Musk et Steve Jobs, c'est à quel point, contrairement à ce que les gens imaginent, des gens comme ça, ce n'est pas qu'ils ont quelque chose en plus des autres. C'est à quel point ils ont quelque chose qui manque. En fait, la source de leur énergie, la source de leur motivation, ce n'est pas un truc en plus. Si tu demandes à n'importe qui dans la rue, qu'est-ce qui fait que telle personne est plus riche, ils vont chercher qu'est-ce qu'il a de plus que lui. Personne n'imagine alors que parfois, c'est juste Steve Jobs n'a pas d'empathie ou ce genre de choses. Ou Steve Jobs a été adopté. Donc voilà, c'est plus un manque émotionnel souvent. Ouais. Et par exemple, il a relevé qu'Elon Musk ne peut vivre dans la stabilité. Quand c'est stable et trop calme, il est malheureux. Ça le détruit. Et du coup, tu vois ce truc, du coup, pour te répondre, pour moi... Quand tu le regardes, même post-biographie, tu vois que le mec, il est... Non, il est dedans. Il est dedans. Il est en mouvement. Il est dedans. Et du coup, pour te répondre, pour moi, c'est le fruit d'une self-awareness plus ou moins consciente. Parce que comme Carl Jung, lui, va très loin dans le subconscient, dans ce que tu peux construire. Mais du coup, le plan pour eux vient de là. C'est que tu prends l'exemple simple. Elon Musk, quand il a acheté Twitter... il ne l'a pas acheté parce qu'il avait un plan de forcément transformer ça en X comme il le fait aujourd'hui et vouloir faire sa super app qu'il voulait faire depuis l'époque de PayPal. Il l'a fait parce qu'il a dit ce truc-là, je pense qu'il faut que ça reste et ils sont en train de faire n'importe quoi avec. Maintenant, quand tu regardes ce que le biographe dit à côté, il dit mais en fait, à ce moment-là, il cherchait une nouvelle bataille parce que sur SpaceX et Tesla, ça commençait à être trop OK. Est-ce que l'un est plus vrai que l'autre? Mais dans les deux cas, c'est son plan. Toi, à quel moment tu as construit ton plan qui t'emmène à... Mais je l'ajuste tout le temps. Oui, ça c'est ça le truc, tu vois. Si je vous parle, et même je suis content de pouvoir le faire, parce que je vous parle d'une manière qui est toute nouvelle. Vous avez la dernière mise à jour de moi, là. Dernière version. Mais tu vois, tu parles c'est-à-dire que le plan, au début, tu le fais et tu es convaincu que c'est le bon, parce que quand tu l'as fait, tout avait l'air clair. Et puis tu découvres un truc sur toi ou tu découvres un truc qui te désaligne un peu et tu remets en question le plan et tu dis, comme tu dis, tu ajustes, tu vois. Et en tout cas, maintenant, je suis sur un plan qui est le plus clair, le plus facile à assumer, parce que choisir, c'est renoncer, et des fois, c'est ça qui est difficile aussi. Amen. Et là, ça y est, tout est clair, là. Tout est bien dégagé. Et est-ce que... alors, j'ai des questions, parce que, en fait, tu as fait plusieurs choses, on l'a vu. Ouais, beaucoup de choses. J'ai même pas tout dit. Hein. Mais faut tout nous dire. Moi, je veux... Mais ce serait long, les gars. Je me rappelle de toute ma vie, en détail. Vous blaguez ou quoi? Je sais tout faire. Mais clairement, si on arrive sur si on reprend ton image de chapitre, il y a quand même un avant et après Sudei, coach de vie. Absolument, oui, voilà. Clairement. Donc, clairement. Comme au moment où tu commences Je vis, qu'est-ce qui fait que tu te dis, ce truc-là, dans 15 ans, j'y suis encore? Tu vois, contrairement aux autres. Vrai, peut-être que disons-nous les choses. Aussi, mais... Disons-nous les choses. Déjà, MMA,
J'arrête vite. Hein. Ah bon, tu fait combien de temps? Je sais, 8 ans, un truc comme ça. Là. Non, 6 ans, un truc comme ça. 8 combats, 6 ans. J'ai dû commencer... Attends, c'est ça que t'appelles vite? Bah oui, parce que c'est long, en fait, un sport. Tu connais quel sportif qui devient professionnel en 6 ans, toi? Non, ah oui, enfin, c'est vite. 6 ans, tu commences un sport. Ah non, tu as été rapide à le faire. Quand tu dis vite, c'est genre ça a été court. Moi, c'était court. Oui. Pour moi, c'était court. 6 ans, c'est pas court. Non, mais il dit court dans le sens où... De carrière et tout ça. Si tu veux faire carrière. Bah ouais. Ah, je suis d'accord. Oui. Non, je suis d'accord sur le court. Dans ce sens-là. Mais moi, je dirais que c'est quand même un investissement significatif. Tu as dû planifier de vouloir être un champion de MMA. C'était un truc. Et puis, franchement, je me suis jamais vu comme un champion de MMA. Ah bon? À aucun moment, je me suis dit, je vais être un champion de MMA. Pourquoi tu l'as fait alors? Je voulais être létal. Tu voulais être dangereux. Ouais. Je voulais être létal. C'était mon but de dire. Tu sais d'où ça bon, venait, maintenant, je pense que ça vient de tout petit. Hein. J'ai grandi au Cameroun dans les années 90. La violence, c'était un langage. Hein. Ouais, clairement. Tu vois, c'était un langage. Et j'étais entre deux mondes. Donc, dans un monde, il n'y avait pas du tout de violence. Dans l'autre monde, si. Hein. On devine dans lequel des mondes en général, c'est pas chez les riches que la violence s'exprime autant. Donc, voilà, je voulais être létal. Et puis, quand j'arrive en France, adolescent, tout ça. Et puis, le MMA, je le commence quasiment 1 an après le décès de ma mère. Ah. 1 an ou... Non, je suis un mytho. Plus tard, peut-être 2 ou 3 ans. Parce que ma mère avait comme règle, on ne fait pas de 2 roues. Je veux pas de moto ici. Tu vas pas tomber là. Les Benskin, on veut pas ça ici. D'accord. Et tu vas pas faire de boxe ou je sais pas quoi là. Ton bonnet et tout. Non, tu vas pas faire tout ça. Tu vois. Donc elle a enfermé en fait cette part là, ce petit côté animal, guerrier. Ça, moi, je voulais ça. Et c'était une façon d'aller chercher. Et puis je voulais être létal aussi. Je voulais être tu vois, quand je parle de self-concept, l'exemple que j'aime beaucoup donner aux gens, c'est l'exemple de tu croises 2 personnes dans la rue. Ton image de toi, ton self-concept, définit ton expérience. C'est comment tu te vois par rapport à ces 2 personnes qui fait que tu as croisé 2 personnes ou un danger potentiel ou je ne sais quoi, tu vois. Et donc, j'avais besoin, moi, de créer en moi l'option, tu vois, de dire, ouais, s'il faut dérouler, je déroule. Les gars, revenons au plan. Parce que je sais... Moi, j'avais expliqué. Oui, mais c'est ça. Mais c'est lui qui m'a dévié. Il a détourné l'avion. Non, mais tu avais 2 questions. Le plan. À partir de quand le plan est devenu le plan? Non, mais... Ouais, oui, c'est ça. Quand ça a commencé à prendre. Parce que pour être complètement honnête, quand je diffuse les premières vidéos, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan, frérot. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que aujourd'hui, ça ne me dérange pas de dire j'enlève ma casquette d'entrepreneur et j'espère que ça va encourager des gens à faire la même chose parce qu'ils vont pouvoir bien se remettre en question et ensuite bien la remettre au bon moment et bien faire les choses. J'ai fait pas mal de choses à l'envers. J'ai créé du contenu avant d'avoir des offres. Tu vois? Très bien. C'est bien. Fact, tu vois, mais disons les choses. C'est intéressant parce que pour moi, finalement, c'est la challenge quelque part, même si... Voilà, sympathiquement, il a dit, je suis d'accord avec vous, le plan, mais il le challenge quand même. Oui. Parce qu'en fait, mais là, ça revient à un autre de nos piliers qui est volume. Volume. Volume is the key. Ouais, volume is the key. Donc, là, par contre, je suis à fond là-dedans, fois 1000. C'est-à-dire que alors, tu vas dans la vélocité. Alors, le pire, c'est qu'on avait dit, nous, alors, je prends l'information pour être sûr qu'on le délivre bien. Le pilier 7 chez nous, c'est volume leads to quality. Oui, pas de souci. Tu vois, ça t'achète. Il n'y a rien à dire, c'est sûr. Fait, et là, par contre, je l'ai démontré dans tout. Voilà. Tout ce que j'ai réussi, c'est par le volume. Et ton plan peut sortir de ça, finalement. Oui, parce que en vrai, le plan, en vrai, même s'il n'était pas complètement conscient, je pense que s'il l'était, parce que l'un des trucs qui m'a poussé à dire, tu vas faire ça, c'est que j'ai mélangé le concept d'ikigai avec le discours de Steve Jobs sur le Connect the Dots, là, que j'avais trouvé exceptionnel, et qui, au final, est devenu une sorte de boussole pour moi, de dire, mais en fait... Tu as mixé les deux, tu as créé un outil... En fait, sur la quête de soi et le trouver les trésors en soi, j'ai trop d'outils, parce que c'est une des plus grandes problématiques. J'ai des programmes, tu vois. Self-Love Revolution, clairement, c'est un voyage vers soi, comme ça, où je te pose toutes les questions, la carte de vie est dedans et tout ça. Mais ce que j'essayais de dire ici, c'est que cette phase du plan, même si elle n'était pas complètement consciente, c'était justement chercher, trouve. Tu vois? Test. Ah, ça prend. Test. Ok, on y va. C'est une sorte d'empirisme, une sorte d'itération. Et l'évidence se crée, en fait. Et c'est aussi vrai dans le volume. Quand on dit volume is quality, à la fin, tu fais ta loi de Pareto ou ta loi de... Il y a un autre concept, là, ils en ont parlé. C'est comme la loi de Pareto, mais c'est en 50%, là.
Bon, on s'en fout, on va rester sur Pareto. 80, Pareto, 80-20, ouais. Voilà. Et donc, tu fais ça, tu vois qu'il y a 20% de tes efforts qui créent 80% des résultats et tu dis, en fait, ce serait bête de ne pas mettre dessus. C'est ça qu'il faut aller. Double down on that et tu double down, tu vois. Et comme tu l'as fait pour self-awareness, est-ce que tu as des exemples d'outils rapides par rapport au plan? Ça va être sur... parce que l'ikigai, du coup, c'est plus encore self-awareness. L'ikigai, c'est toujours self-awareness. Mais le plan sur réussir à sortir de ce monde dans lequel on nous enferme sur le court terme et de voir plus loin. Ça effraie les gens. Les gens se disent que à 10, 15, 20 ans, on a du mal quand même à... Je vais te dire un truc, Kaï. Il y a une réalité qui fait partie de la clarté qu'il y a dans mon esprit dorénavant. C'est que je n'avais pas accepté l'idée selon laquelle on ne peut pas sauver tout le monde. Je n'avais pas accepté ça. D'accord? Pourquoi je pense à ça tout de suite? Parce qu'en fait, tout le monde ne fera pas un plan. Ça, c'est clair. Tout le monde ne fera pas un plan. Si des gens ont peur de se projeter, je vais faire du contenu, des petites choses pour les réveiller. Notamment, j'ai une citation que j'avais sortie qui était super et que j'aime beaucoup répéter, c'est que si tu ne sacrifies pas ton présent pour ton avenir, tu fais l'inverse. Donc moi, je bouscule les gens comme ça pour qu'ils aient envie de se rendre compte. Pareil, quand j'ai des séminaires ou des événements, je leur dis, mais en fait, vous pensez que des années, c'est beaucoup. Mais dans une année, il y a combien d'événements? Tu as combien de fois d'anniversaire dans une année? Tu en as un. Tu as combien de Noël? Tu en as un. Tu as combien de vacances? Tu as une fois l'été. Donc en gros, tu as 40 ans, tu veux vivre 80 ans, il te reste 40 étés. Tes rêves de un jour, je vais louer un yacht et ma famille sera là et tout, ça va se produire comment en fait? Est-ce que tu penses pas que les gens qui ont foiré pensaient qu'ils pouvaient y arriver aussi un jour? Et c'est brutal de l'entendre, mais je pense que c'est comme ça que tu tamises. Et aujourd'hui, je veux tamiser. Je veux tamiser pour aller chercher des profils comme ce mec dont je vous ai parlé, qui de base me payait que quelques centaines d'euros, et ensuite a dit, je peux te faire le cadeau de 50 balles. C'est bon? Donne-moi, tu veux que j'envoie sur quelle société? On envoie là-bas, regarde ton compte. Et c'est littéralement le message qu'il m'a envoyé. Regarde ton compte. Sans transition. Voilà, regarde ton compte. C'est d'où ça? En fait, effectivement. Moi, je ne suis pas en train d'être élitiste ou quoi, mais il faut aider ceux qui veulent être aidés. C'est un safe space ici. On peut dire qu'on est là pour les gens élitistes et fuck les médiocres. Ils cherchent des gens. Non, t'es dur. Je sais, frère. Mais moi, je pense qu'il faut des solutions. Oh, faut arrêter. Mais je viens de dire qu'on peut pas sauver tout le monde. Bon, alors, accepte qu'on n'est pas avec les autres. Pourquoi je dois accepter? Mais parce que... Non, c'est ton point de vue. Non, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que tu dis que tu ne veux pas sauver tout le monde, mais tu ne veux pas laisser les gens. Mais parce que, tu vois, tout à l'heure, tu me donnais de chercher ce que ma mère a laissé en moi. Ma mère a laissé ça en moi. Tu vois, ma mère a laissé ça en moi. C'est ta mère qu'elle laisse en toi, ouais. J'ai cette sensibilité. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il faut aussi vivre une vie d'humain. Il faut aussi vivre une vie qui a du sens. Et pour moi, devenir une personne qui peut faire beaucoup de choses, c'est forcément un moment ou un autre être utile à des gens qui ne pouvaient pas ou qui ne peuvent pas. Amen. Donc oui, je veux des gens capables de performer pour que si tu me dis demain, super pour le coaching, tiens, moi aussi je te donne 50 balles, et ben là je peux dire, voilà, l'asso, je sais pas moi, j'ai fait une intervention pour une asso il y a une semaine comme ça, là, ils aident les étudiants en précarité, tout ça, il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent ici, surtout que maintenant ça coûte plus cher. D'étudier, c'est la merde. Venir étudier là en France quand tu es étudiant, tu es étranger et tout ça, ils te prennent plus d'argent et tout ça. Et donc les étudiants, ils sont dans une précarité réelle, l'association œuvre pour ça. Je veux pouvoir dire, ok, bon, vu que ces 50 balles, je ne les attendais pas, tenez-les. Ou alors, vu que les 50 balles, je ne les attendais pas, on va organiser un salon pour vous. Et c'est à ça que ça sert, en fait, d'arriver à ce niveau-là. Donc oui, je veux que les extraordinaires se réveillent et arrêtent d'être coincés sous un plafond de verre. Mais je ne veux pas non plus qu'on soit juste... Tu ne veux pas ignorer les ordinaires. Mais ouais, on ne peut pas, en fait. Pour moi, le leadership, c'est une charge. Amen. C'est une charge, tu dois être utile au monde. Et en fait, le purpose là, dont on parle, là, cette histoire de se trouver, tout ça, il est aussi dans la clarté de ta mission de contribution. Tu dois être utile à quelqu'un, bordel. Il a sorti la le mot-clé, donc ça amène ma fameuse question pour conclure la partie plan en général. Moi, j'aime bien demander aux gens, quelle est ta mission personnelle? Tu dois contribuer. Là, tout de suite, tu veux savoir la mienne? Ouais. Parce que j'imagine que tu as quelque chose de très clair. Aujourd'hui, elle n'est pas claire. Elle est pas claire. Ah aujourd'hui, non, elle n'est pas claire. Parce qu'aujourd'hui...
j'estime pas qu'elle ait changé entre le tout début et Bien maintenant. sûr. Mais c'est-à-dire que ma mission, d'ailleurs, ça c'est un autre outil que j'ai créé, l'énoncé de mission de vie, avec des exercices comme projette-toi à 80 ans, imagine-toi à une fête où il y a tous tes proches, tous ceux qui t'aiment, et ils font un discours, chacun parle, qu'est-ce qu'ils disent, et là tu as des insights qui sortent, tu vois. Donc il y a des outils comme ça qu'on pousse. Mais moi, ma mission, clairement, c'est contribuer à rendre le monde meilleur en permettant à chacun de se regarder comme Dieu le regarde. C'est-à-dire que tu ne vois pas à quel point tu es puissant. Moi, ma mission, c'est juste de venir te dire, viens, on regarde mieux, viens, on regarde mieux, viens, on regarde mieux. Et après, je dis, bah, tu vois, je ne peux pas prendre les lauriers de la grandeur que Dieu a cachée en quelqu'un, tu vois. J'ai juste été le mec qui dit, non, regarde bien, tu vois, essaye un peu ça. Mais c'est pas possible. Non, essaye. Va et tu dis que c'est moi qui t'ai envoyé comme ça. Si ça rate, tu te mets ça sur mon dos. Et il essaye et ça marche. Je dis, bah, tu vois. Quelle est la place de la religion dans ton... J'aime pas les... pasteur, la casquette, elle n'existe pas du tout, hein, les gars. Déjà, un pasteur et un preacher, c'est pas la même chose. Je viens de faire encore une transition pour un pilier. Pilier 9. Spiritualité. Spiritualité is key. Bah, c'est clair, et c'est pour ça que je donc tu valides tous nos piliers là, on est bien. On a 4 sur 4 là. Quelle est la place, quel est ton cheminement? Quel intérêt à ne pas les valider? Non, en fait, vous dites rien de méchant. En fait, si quelqu'un utilise vos piliers, il va avoir une meilleure vie. Pourquoi je les validerai pas? Non, c'est intéressant. Ce que je veux dire, c'est valider, c'est est-ce que c'est des choses dans lesquelles tu te reconnais dans les choses que tu fais passer? Absolument. Oui, c'est absolument ça. Parce qu'en fait, si tu veux, alors je vais être très clair pourquoi on fait ça aussi. Peut-être je l'ai pas dit clairement. Tu sais, ce podcast est parti d'entrepreneurs. Ouais. Au début, quand on l'a fait, on était en mode, on veut parler de nos galères entrepreneurs. C'était un peu les entrepreneurs anonymes. C'est comme ça qu'on le visualisait. En mode, on va parler de nos galères. Et ça nous permettra, si l'entrepreneur un jour se sent moins seul, c'est bien. Et si quelqu'un nous pose des questions, on peut envoyer le lien de l'épisode où on parle du sujet. Voilà, comme ça, merci, au revoir. C'est ça. C'est ça la vision. C'est de la formation. De base. De base, c'est ça. On s'est rendu compte, notamment avec la tribu SOA, qui est une grosse partie de notre travail, qui est la communauté qu'on a créée, qu'en fait, la majorité des gens qui nous suivaient n'étaient même pas entrepreneurs. La plupart des gens de notre tribu ne sont pas entrepreneurs. Et n'ont même pas tous l'intention de l'être. Les gens recherchent mais il y en a plein qui ont le devoir de l'être. Hein. Il y en a qui l'ont le devoir, c'est le devoir de l'être. Les gens, ils pensent qu'on a une option. Je suis d'accord. Je veux pas me brosser les dents aussi, je veux pas le travail aussi. Hein. Oui, c'est pas cette histoire. Le leadership est une charge, comme tu as dit. Ouais. On est aligné. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est là qu'on s'est dit, mais en fait, en parlant avec eux, parce que vraiment, du coup, notre plateforme où on a la tribu, on échange avec eux quasiment tous les jours. Et génial, ils amènent leur sujet, on parle, on échange. Vraiment, on est dedans. Les gens croient que quand on parle de la tribu SOA, c'est genre les gens sont en train de parler. Non, on est là, on cause avec eux. Et donc, c'est de là qu'on a commencé à voir ces sujets-là. Entre les gens à qui on parlait dans le podcast. Et qu'est-ce qui résonnait avec les gens qui nous écoutaient? Les gens recherchent un épanouissement, en fait. Voilà. Bah, c'est le but de la vie, en vrai. Cette expérience-là, il faut qu'on la kiffe un peu. C'est ça. Mais donc, c'est nous, pas on évident. Dit, on va t'aider à trouver ton épanouissement et, si possible, en faisant de l'argent, chemin faisant. Bah, c'est clair, c'est bien. Tu vois. Il n'y a aucun problème. Mais d'où des piliers qui sont pas... qui sont développement personnel limite. Oui, qui sont pas proches... qui sont pas tous business. Tu vois, en fait, on a un peu besoin de la validation. Tu vois, nous, on est des noms de développement personnel. Pour moi, ce que vous devez comprendre, en tout cas de mon point de vue, il y a des tonnes d'entrepreneurs qui performent grâce à des concepts de dev perso qu'ils n'ont jamais lus. Clairement. Ouais. Ça, mais si tu regardes pourquoi ils performent, c'est parce qu'ils appliquent des choses qu'on a essayé de te synthétiser, de mettre dans des bouquins. Mais sinon, de base, en fait, c'est ça le secret de telle personne. Est-ce que tu valides? En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous, c'est un peu sur le terrain. On a un pro. On a un spécialiste. Donc on se dit, bon, est-ce que notre affaire, là, ça tient? Ça tient. Mais ce sont des concepts. Pas des résultats. Je suis d'accord. Mais et c'est là où on doit être conscient que c'est du contenu inspirant. Mais la personne, une fois qu'elle découvre qu'il y a ces piliers-là, qu'est-ce qu'elle fait avec? C'est pour ça qu'on fait quoi de la spiritualité? C'est quoi la spiritualité? On fait quoi avec? Exactement. Quelle est la place de la spiritualité dans ton parcours? C'est quelle place je suis dans la spiritualité? La spiritualité est partout. Ça a toujours été... je suis né dedans. J'ai pris quelques pas de recul au départ de ma mère parce que j'étais fâché avec Dieu. Je comprenais pas. C'est quoi cette histoire? Ah bah oui, j'étais fâché. Pourquoi ma mère toute gentille, toute dévouée, toute impliquée, toute croyante, et là, c'est elle qui doit mourir. C'est quoi cette histoire-là? Donc j'étais fâché. Et puis ensuite, la vie m'a montré que c'est pas une relation où
tu peux te permettre le luxe de te fâcher, tu vois. C'est toi qui as besoin de lui, pas l'inverse. Et donc, j'ai renoué. Et j'ai renoué, même si forcément j'ai une éducation chrétienne, donc c'est le matériel avec lequel j'articule le mieux la spiritualité. Mais ma vision aujourd'hui, elle est beaucoup plus large, tu vois. La spiritualité, c'est pas juste le fait de prier ou de dire Dieu est bon ou je sais pas quoi. La spiritualité, c'est la conscience qu'on arrive à avoir de l'unité au-delà des égos. Tu vois, la spiritualité, c'est l'unité. Hein? C'est-à-dire, tu peux élaborer. C'est-à-dire qu'est-ce que Dieu crée entre nous? Le lien. Donc, il dit, vos égos, faites-les taire. Quand je suis là, vous n'avez pas le droit à vos conneries d'ego, là. On s'en fout de savoir qu'il y en a un qui a des lunettes, les autres n'ont pas de lunettes. On s'en fout, là. Arrêtez-moi vos différences. Je vous ai donné tous la même chose et j'ai caché en chacun de vous des choses dont vous avez besoin les uns et les autres pour réussir. Donc, arrêtez-moi vos conneries d'ego. Et en vrai, d'une certaine manière, la spiritualité, pour moi, aujourd'hui, c'est la conscience dans laquelle on se sent vivre quand l'ego se tait. Si tu mets l'ego, la spiritualité s'en va. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai aussi fait un step back vis-à-vis de toutes les prescriptions religieuses, parce qu'il y a beaucoup trop d'ego, en fait. Ah, intéressant. Il y a beaucoup trop d'ego. Dans les prescriptions religieuses, je trouve qu'il y a énormément d'ego. Il y a beaucoup trop d'ego. Déjà, les religions en elles-mêmes, c'est des groupes d'appartenance hyper égocentrés et tout ça. Et tout de suite, on te dit, non, c'est nous, on a le monopole de Dieu. Mais flemme, en fait. Flemme. Tu peux expliquer ça un peu plus pour quelqu'un qui ne comprend pas en quoi ce serait de l'ego de vouloir... à créer, ils vont te dire c'est des règles de communauté, des pratiques. Non, c'est des règles de communauté. Là, ça n'a rien à voir. C'est des règles de communauté. Comme tu vois comme l'ego dedans. Comme tu peux éduquer ta famille, ou tu peux être un leader d'une communauté, d'un groupe, d'un mastermind. Il y a des règles. Ceux qui les aiment ou ont envie de les suivre s'y conforment et tirent les bénéfices de suivre ces règles-là. Mais toi, ce sont juste des règles. Quelle partie égocentrique tu sens dedans? Parce que ça exclut. Ça exclut. Dieu est un. Tout le monde le sait. Mais les gens sont fâchés parce que toi, tu pries à gauche, moi, je prie à droite. C'est là où je dis, c'est dommage que vos égos ne sachent pas se taire. Pourtant, vous vous dites des gens de Dieu. Et vous dites à peu près toute la même chose en plus. C'est quand même dommage, tu vois. Et c'est en ça où, pour moi, il y a un gros point à faire sur la logique d'ego quand on parle de spiritualité, parce qu'il faut pouvoir s'en défaire. Comment on s'en défait? Parce qu'on sait qu'on a tous il faut le discipliner. Voilà. On ne peut pas s'en défaire. On ne peut pas le tuer. Toutes les religions te disent tu es pécheur, tu ne pourras pas t'empêcher d'être pécheur. Et tu sais, j'ai une prise de conscience qui était dingue. Parce que moi, justement, parce que j'ai aimé découvrir toute la mixité qui existe en Ile-de-France quand j'y suis arrivé, je me suis ouvert à tout, à toutes les cultures que je ne connaissais pas, à toutes les religions que je ne connaissais pas et tout ça. Et j'ai beaucoup parlé avec des frères musulmans ou des sœurs musulmanes et tout ça. Et j'ai eu une discussion une fois qui m'a beaucoup marqué, parce qu'il y a un mec qui me dit qu'il est écrit dans le Coran, je ne connais pas. Ceux qui nous diront pourront savoir. Ne vous vexez pas, s'il vous plaît, on discute juste d'idées ici. Notre expert ici. Je lis chaque année, donc peut-être que je vais m'en souvenir. Okay. Et donc, il y a un passage coranique qui dit que dans tous les cas, il est prévu que ce monde, à un moment, soit pris par le diable. Et qu'il n'y aura aucun endroit où tu pourras te cacher de lui. Ok? Cette phrase-là, les gens y pensent avec le piège de leur corps physique et de l'endroit où, oh là là, l'idéologie est en train de changer un peu ici, il faut que je change de pays, il faut machin, un truc. Peut-être que si je vais me cacher là-bas, il n'y aura plus de problème. Et en fait, pourquoi est-ce que cette phrase est vraie malgré là où tu te caches, même si tu vas dans l'espace? C'est toi. Parce qu'il est en toi, en vrai. Ton ego va créer des nœuds terribles en toi. Et c'est ça aussi le diable, tu vois. C'est pas forcément un endroit où les gens twerk. Non, clair. C'est pas ça, tu vois. Mais dans tes coachings, du coup, je suis sûr que tu dois avoir souvent le cas où quelqu'un t'explique un peu sa situation et tu identifies, parmi les choses que tu identifies, un sujet sur l'ego. Donc, qu'est-ce que tu vas utiliser pour dégonfler un ego? Parce que là, on est vraiment discipliné, oui, si on veut. Mais on est vraiment sur un exercice. Alors, c'est peut-être plus simple quand la personne en question est face à un coach, mais on expérimente tous tous les jours, un collègue, un ami, un conjoint ou quoi. Qui expérimente? Qui a du mal. Qui expérimente ça? Tous. Mais quand tu dis tous là, tu es en train de me dire que qu'est-ce que je peux donner comme conseil à quelqu'un qui constate qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui ne gère pas son ego, c'est ça? Oui. Qui constate l'ego de l'autre là?
Ça doit être soi-même, tu veux dire. C'est ton ego. Il n'y a que l'ego qui sent l'ego. Tu vois, c'est comme si tu trouves qu'on t'a trop tiré la couette, c'est parce que tu voulais aussi trop tirer la couette. La couette est trop petite de base, donc quelqu'un va avoir une jambe dehors. Tu dis, mais pourquoi c'est moi c'est l'autre. Et l'ego se réveille tout seul, en fait. Il n'y a que l'ego qui reconnaît l'ego. Ouais, les gars. Non, il dit 18h, je crois. Que ah, ça y est, c'est l'heure. Moi, j'avais dit. Non, il nous prévient. Ah, c'est les 5 minutes. Ah, on va devoir rapper. Ça, 5 minutes non. Bah, 18h, je crois que c'était la fin. C'est jusqu'à. Bah, 18h, c'est la fin. 18h, c'est la fin, il est 18h. Après, je sais pas, peut-être qu'il m'a envoyé un texto. James, si tu m'entends, ou je sais pas, envoyez-moi un texto, non? Il y a un truc? Ouais, ok, rentre. Ou au pire, rentre, hein? Ouais, rentre. Il m'a pas envoyé de message. Il m'a dit qu'il bosse, il est là. Mais je pense que les gars, ils sont pas. Aïe. Ah, c'est 18h? Ouais. Ok. Ah, c'est fin. Je crois que c'était 18h30. Ouais, moi aussi. I'm so sorry. Ok, d'accord. Non, il y a marqué c'est bon jusqu'à 18h, les gars. Il y a marqué le message. Tu dis, pardon? Ouais, non, on clôture. De toute façon, il nous faudra 10 minutes pour clôturer. C'est sûr. Là, j'ai encore. Ouais. Vous êtes là combien de temps? En fait, j'ai hésité. Hein. Moi, j'avais encore. Parce que vous serez venu au bureau, on n'aurait pas eu de limite là. On aurait parlé. Ouais, mais oui, avec ton matériel. Ouais. Mais on peut aller au bureau. Là, tout de suite, là? Bah. Joe Rogan, mon gars. C'est où? C'est où ton bureau? C'est en banlieue sud. J'ai une voiture. Moi aussi. Caï, j'ai l'homme qui décide. Non, c'est juste d'être à 20h. Après. Non, c'est cuivre. Ah, c'est cuivre, frère. Déjà, si on dit qu'on part d'ici et on va en banlieue sud, on arrive à 19h. Il faut s'asseoir. Et je vais regarder, est-ce qu'on a un setup là? Oui, non. Ah, les micros sont où? Je pose le micro, 2 micros, 3 micros. Je pose le roadcaster. Ah, c'est done. Terminé. Non, mais on reprendra à Abidjan. Ah. Tu m'as proposé de lui faire venir. Finissons déjà là. On va voilà. Tu n'as pas perdu le nord, c'est bien. Non, mais écoute, alors ce qu'on va faire, c'est. Mais attends. On parlait d'ego et je venais de te dire qu'il n'y a que l'ego qui reconnaît l'ego. D'accord. Donc en fait. Mais est-ce qu'il y a des. En fait, comment tu t'y prends pour dire à quelqu'un, va falloir que. Tu gères ton ego. Oui. Mais tu ne peux pas lui dire ça parce que c'est ton ego qui se réveille face à lui. Tu n'as pas besoin. C'est-à-dire qu'en gros, le premier travail qu'on fait, c'est pas forcément un travail sur l'ego, c'est un travail sur la gestion de tes émotions. C'est ça. Tu vois, premier niveau. Tu passes de cette personne m'énerve à je me suis mis en colère quand cette personne a fait tel truc. Et là, tu prends un peu plus de responsabilité dans ta vie déjà. Parce qu'en gros, moi, ce que je fais quand je coach quelqu'un sur la gestion des émotions, en fonction de son profil, si tu es un profil un peu justement qui a de l'ego et qui aime performer, je te taquine en mode donc toi. Tu es le pantin des gens, quoi. N'importe qui vient, il dit hop, et toi, tu sautes, tu arrêtes de penser, tu n'envoies plus tes mails, tu oublies tes enfants, quoi. Eh ben ça alors, tu vois. Et on cherche la douleur qui va te permettre de vouloir créer un changement. Une fois que cette douleur, on l'a, tu as une motivation pour changer, tu vois. Oui, tu dois le voir. Tout à l'heure, quand je parlais du coach qui cherche les gens qui sont déjà prêts à faire des ascensions fulgurantes, tu peux aussi la créer, cette impulsion-là, si tu trouves la grande douleur. Tu vois, il y a des gens que tu peux arrêter de faire fumer quand tu leur dis, mais imagine ton gosse, il va faire copier-coller là. T'es sûr? Tu veux qu'il fasse copier-coller? Et là, tu dis, ah ouais, j'avoue, c'est une dinguerie. Bah là, est-ce qu'il n'est pas en train de faire copier-coller là quand même? Et une fois que tu commences à dire aux gens de regarder certaines choses, bah, tu as mis un filtre dans leur tête et ils voient ce que tu leur as dit de voir. Fais attention à, par exemple, au tic de langage de quelqu'un. Une fois que je t'ai dit que telle personne a un tic de langage, tu l'entends à chaque fois. Ouais, tout le temps. Et donc, du coup, tu crées ça chez quelqu'un avec les bons leviers, donc soit la femme, soit l'enfant, soit le boulot et tout. Et il a ce self-awareness émotionnel. Tu vois? Déjà, il arrête de se mettre en colère. Le niveau d'après, c'est qu'on travaille sur la capacité à tolérer. Parce qu'en fait, le monde est pluriel. Et les gens sont différents et ils ont le droit d'être différents. Et à la fin de la journée, si vraiment tu as un ego si grand que ça, tu dois assumer les responsabilités de créer ton propre monde dans ce cas. Ou les gens avec qui tu travailles, ben, tu les choisis. Donc, tu t'extirpes d'une situation où on t'imposait trop de choses parce que tu ne pouvais pas faire autrement. Tu vois? Et petit à petit, on y est. Et une fois que tu commences à comprendre que tu jouais autant de rôles, de toi-même, tu dis, mais en fait, mon ego, il aurait fait trop de désordre. Et là, on peut commencer à faire du travail plus long, mais c'est un travail de discipline, c'est pas un travail de suppression. Tu peux pas supprimer ton ego. Ouais, bien sûr. Tu vois, bien sûr. J'ai un super outil. Je vais en parler rapidement parce que Réam, il est vraiment très fort. Je l'appelle les 5 espaces relationnels. C'est le titre de mon prochain bouquin. Ah putain, c'est celui-là sur lequel on voulait sur Entourage. C'est celui-là que j'avais prévu. Ah bah la transition. C'est les 5 espaces relationnels. Et en gros, cette théorie, je la crée lors de mes premières cohortes quand je vois la quantité de personnes assez sensibles
qui se laissent complètement désaxer par le comportement des gens, par l'ingratitude, par les gens qui abusent. Je te donne beaucoup, tu me rends rien. Moi, je te considère, mais tu me considères pas et tout ça. Et donc, ça crée tellement de nœuds. Et moi, ce que je dis, c'est, en vrai, prenons une métaphore. Ok ? Il existe 4 catégories de relations. Espace 2, parce que l'espace 1, je considère que c'est entre toi et Dieu. Il n'y a personne qui rentre là-dedans. Espace 2, c'est les personnes qui te correspondent le plus. Ok ? Genre mon meilleur ami, ma femme, des gens où il n'y a besoin de faire aucun effort, je suis moi et ça passe. Tu vois ? Espace 3, c'est des gens qui te correspondent un peu moins, mais vous avez des liens. Ça peut être la famille, ça peut être les collaborateurs, ça peut être... On sait qu'on va devoir se voir, donc il faut qu'on soit cordiaux, il faut qu'on soit bien. Et en vrai, on a un lien quand même émotionnel, tu vois, les uns avec les autres, parce que t'es mon frère, quoi, tu vois. L'espace 4, c'est beaucoup plus à distance déjà. C'est-à-dire qu'on se voit, mais on n'a pas besoin d'être intime, on n'a pas besoin de mettre nos émotions dans tout, on doit se voir factuellement, ok ? On a juste à gérer un projet de là à là, tu gères la partie gauche, je gère la partie droite, tranquille, t'as mal dormi, c'est ton problème, j'ai pas envie que tu viennes me dire ça, tu vois. Et espace 5, c'est les gens qu'on croise et qu'on connaît même pas. Quand t'as pas discipliné ton ego, ou en tout cas que t'as pas pris cette autorité émotionnelle dans ta vie, les passants peuvent te flinguer ta journée. Ouais. Et c'est là où moi je réveille les gens et je dis en fait voilà donc ces 5 espaces, tu as 4 télécommandes, tu as des télécommandes d'espace 2, d'espace 3, d'espace 4, d'espace 5 et toi tu as rangé toutes les télécommandes d'espace 3, 4 et 5, tu n'as que les télécommandes d'espace 2 parce que tu veux que tout le monde t'aime et tu vas donner ça à des passants, à des inconnus, à des gens sur internet. Salut, des gens sur internet. Je suis génial hein, Sauf que la télécommande elle a 2 boutons. Soit le bouton positif, et du coup, ça te fait du bien, parce qu'on dit, putain, mec, j'ai adoré ce moment avec toi, Kaï, t'as l'air sage, t'as l'air... je t'aime bien, mec, faudrait qu'on se recapte. Oh, j'aime bien ce CDI. Ou soit, putain, il est chiant, il m'a tout le temps coupé, et toi, ça te pique, parce que tu dis, mec, j'ai été poli. Il y a des fois où je ne l'ai même pas coupé alors qu'il disait n'importe quoi. Ce sont tes attentes qui créent ta frustration. Tu vois, c'est sur ces outils-là qu'on travaille avant d'arriver à l'ego. L'ego, c'est le travail d'une vie. C'est même Jung qui écrit et qui est impressionnant, les gars. Franchement, si vous pouvez, penchez-vous sur ce qu'il fait. Je ne lis qu'en français, pardon. Oui, il y a quand même pas mal de bouquins. Pour l'instant, je ne lis pas en allemand. Hein. Ah, Seigneur. Par contre, je me suis déjà dit qu'il faut que je lise toute son œuvre. Et donc, après, en vrai, on vit à une époque d'IA, tu connais. Il peut t'aider, mais moi, déjà, en français, j'ai du mal. Je peux dire, bon, traduis-moi ça. Mais c'est déjà dur à lire en français, en fait. Ouais, c'est pas un bouquin que tu lis vite, hein. Ah non, c'est pas des bouquins les plus durs que j'ai lu à lire. Ah ouais, tu lis pas vite. Et donc, et dans ces bouquins-là, on parle d'ego aussi, parce que c'est un truc qu'on peut pas... C'est difficile, parce que si on t'enlève ton ego, tu es qui, du coup? Non, mais écoute, on aura fait 5 des 10 piliers. Donc, ça veut dire la suite à Abidjan. On va voir la suite à Abidjan. Si les gens sont prêts à mettre les 5 autres, les vrais, les champions, ils le diront dans les commentaires. Mais... moi, j'avais une question pour toi, après je te laisse qu'à y conclure, juste parce que je peux pas t'avoir croisé devant caméra et pas demander aux gens. Ouais. Tous ces outils, tu dis tu vas faire un livre sur les 5 espaces. Ouais, il est même en finition, je l'ai dit avant la fin de l'année. Tu as sorti des livres déjà? J'ai sorti Tout le monde a un mindset que je dois rééditer et donc j'ai mis volontairement en rupture de stock. Ouais, c'est Tout le monde a un mindset que j'ai en 1 et le 2 sera les 5 espaces relationnels. C'est intéressant parce que du coup, j'ai une grande interrogation personnelle, il fallait que je te la demande, je peux pas la faire, c'est pas devant la caméra. Moi, je te vois personnellement comme un de nos philosophes modernes. C'est un honneur d'entendre ça, merci beaucoup. Ah, tu refuses pas la casquette pour une La philosophie, c'est la pensée, on a le droit. Et la recherche de la sagesse. Tu cherches. Tu regardes, le plus boss de tous les boss des philosophes, c'est qui selon toi? Je sais pas. Moi, j'aurais... Celui qui vous a le plus plu. Celui qui vous a le plus marqué, c'est qui? Épicure, moi. Ah, t'aimes bien Épicure, ok. J'aime beaucoup Épicure. Ou Sénèque, mais bon. Non, ah, ok. Je t'attendais pas là-bas. En tout cas, moi, mon boss, c'est pas eux. Ah ouais? Aurèle, Marc Aurèle. Ok, tu t'aimes bien. Bon, c'est vrai qu'il il est bon. Il est solide. Bon, en vrai, ils sont bons. En tout cas, moi, j'avais en tête Socrate. Oui, c'est le père de la... J'avais en tête Socrate qui avait l'humilité de dire, mais en fait, on raisonne. Hein. Moi, je sais pas. Après, si tu sais, dis-moi. C'était que ça, tu vois. Ouais. Et c'est le boss de la philosophie, pour moi. Hein, après. Le père de la maïotique. Aurèle, on prend du recul sur tout. Le stoïque. C'est facile quand t'es un empereur. T'es un empereur. Disons les choses. C'est facile de dire. Moi, écoutez, pas à cause de ça, parce que vous êtes un peu trop chill. Quand on mange trop, c'est pas bien. Vous savez, même si tout le monde nous écoute, il vaut mieux connaître quelqu'un qui nous insulte de temps en temps, parce que sinon, on sait plus où on en est. Super. Ça vend du rêve. Super. Génial. Continue comme ça. On va lancer un podcast philosophique. Mais je dis ça parce que, non, mais vraiment, je voulais le dire dans la caméra, et je sais pas ce que vous en pensez, vous, et surtout Kaï, j'aimerais avoir ton avis aussi, parce que je me rends compte que ce que tu as décrit, un moment, j'ai pas interrompu parce que je voulais vraiment pas t'interrompre, c'est
tu construis des choses, tu construis des concepts, tu vulgarises des concepts, ça va plus loin que la création de contenu. Beaucoup plus loin. Mais je pense pas que la plupart des gens le sentent. Parce que je vais te donner un exemple. J'ai regardé, ça m'a fait rire, bon, je vais dire. J'ai regardé votre interview exceptionnelle avec Edgar Rive sur 3 parties. Ouais. En fait, ce qui m'a frustré, c'est à quel point les titres n'ont rien à voir avec ce que vous dites, à quel point les titres sont simples. Par exemple, vous avez développé un concept de souveraineté tout au long de votre discussion, dont j'aimerais te voir écrire un livre dessus un jour. Ok. Et non, mais je te le dis. La commande est passée. Non, je te le dis. Tu vois, ça passe. Ça rentre dans les listes. Tous ceux qui ont regardé, voilà, dites-moi si je me trompe ou pas, mais si vous avez regardé, revenez là-dessus. Et donc, du coup, ce que je me disais, c'est ma hantise, ce serait que les gens comme toi, parce que vous avez un tel reach et tant de gens que vous touchez, on ne vous dise pas à quel point votre pensée est précieuse et doit être structurée et partagée. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir, mec. Merci beaucoup. Non, mais et j'appuie ce que dit Moulay parce que on fait parfois des épisodes qu'on appelle l'œil de l'entrepreneur sûr. Et donc, on choisit soit une série, soit un film, soit une œuvre. Des vrais concepts, les gars. Voilà, on essaye. Et du coup, revient souvent ce débat, même avec la communauté, mais il faut que nos œuvres soient plus homemade, quoi, made par la communauté. Ouais. Tu vois? Et donc, tu vois, tu as cité Napoleon Hill, on a cité Tony Robbins, on a cité, tu vois. Et à un moment donné, on a besoin d'écouter ce gars qui était à Douala, qui était dans ce quartier populaire, puis il s'est cherché en France, etc. Et c'est ce qui va faire aussi que le plus grand nombre, la génération qui va nous suivre, parce que bon, nous, on est resté West Coast, machin, etc. Mais la génération, tu vois, en termes de référence culturelle, elle a besoin, en fait, de philosophe africain. De ça. Donc, et noir, donc non, j'insiste. Bon. Tu as cité André Gide, voilà, tu peux être le nôtre. On va libérer parce qu'on va te libérer à ligne. Donc, je vous remercie infiniment pour l'invitation, les gars. C'était un très bel échange. Court, malheureusement. Moi, je savais. Hein. J'ai dit. Tu savais, tu avais prévenu. Tu sais, frérot, ton histoire, on va parler pendant 1 heure là. Mais c'est pas mot de la fin, excuse-moi, pardon. On va nous faire mot de la fin. C'est un mot. Attention, chez nous, on a une règle très technique. C'est un mot, vraiment, littéralement. Tu choisis un mot pour résumer. Pour toi, résume la conversation. 1h30 de conversation avec lequel tu veux laisser les gens, sachant que la contrainte, c'est que ceux qui sont allés jusqu'au bout le prouveront en faisant un commentaire qui utilisera ce mot. Donc, c'est un mot qui, bien sûr, doit résumer la conversation, mais qui, en plus, les gens vont devoir faire un commentaire avec. En attendant, mettez en commentaire les questions que vous auriez posées à Sudei. Le mot de la fin sera... Pas une expression ? Un mot. C'est ça votre problème. Un mot. C'est ça votre problème, les gens trop là. Vous aimez trop parler. Un mot. Good morning, Internet. On aurait dû commencer comme ça. Le mot de la fin sera donc... One word. Et tu es un homme de mots, donc tu peux choisir. Perception. Perception. Okay. Nice. Perception. Amen. That's it. That's it. Ok les amis, abonnez-vous parce que là, on a quand même du contenu de valeur. Et encore, c'est que 50%. Donc, en fonction de votre engagement, on verra pour débloquer... Un peu plus. Voilà. Et si Faites en sorte de débloquer le billet d'avion de votre frère. C'est ça. Et quand on vous dit de vous abonner, que c'est gratuit et qu'après ça se traduit, plus on aura d'abonnés, plus on aura de moyens pour avoir des contenus. Des contenus comme ça. Imaginez, on amène Sudei à Abidjan, on l'amène dans notre studio là, et on se cale 4-5 heures. Même pas, on fait un événement, on parle comme ça en live. On se fait bien. Il faut des podcasts tours maintenant. Exactement. C'est ça. Ok, les amis. Ce sera fait. Non, si tu veux finir. Thank you, sir. Merci à vous, les gars. Merci pour l'invitation. Bienvenue dans le froid. Profitez bien. Ciao. Ciao.